Très bien. Eh bien, nous allons pouvoir commencer cette conférence. Mais je crois il nous faut commencer par quelques remerciements. D'abord, remercier la direction de Sciences Po qui nous prête aimablement cet amphi. Et ensuite, remercier l'association des Amis du Monde Diplomatique qui a soutenu cette initiative, cette conférence. Je vais donc maintenant présenter Nicolas. Nicolas, tu es né donc en 1974. Tu as soutenu ta thèse en 1985 sur le thème... Ah non, ça fait que j'aurais eu 9 ans, si j'avais soutenu en 85. Non, 1900... J'ai des qualités, mais quand même, non. Voilà, donc tu as soutenu ta thèse donc en 1985 sur le thème des nationalistes révolutionnaires. Et donc, il y a un historien spécialiste reconnu de l'extrême droite, et tu es chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine de l'Université de Montpellier, et ceci après avoir débuté à l'Université de Perpignan. Tu participes au programme sur l'histoire transnationale des extrêmes droites de l'Université George Washington, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Enfin, tu es membre du comité de pilotage du programme de l'Agence nationale de la recherche, violence et radicalité militante en France. Et enfin, tu es membre du comité de la revue Populisme. Voilà pour la présentation de ton parcours. S'agissant de tes publications, alors, elles sont particulièrement nombreuses, très nombreuses. Je vais donc me contenter de citer les principales. Sans vouloir évoquer le travail que tu as pu effectuer au début de ta carrière de chercheur concernant les affiches politiques, donc m'attarderai surtout à citer tes principaux travaux. En l'occurrence, tes publications commencent à partir de 2012, me semble-t-il, avec un bouquin qui a été remarqué sur François Duprat, l'homme qui réinventa l'extrême droite, ouvrage réalisé avec Joseph Bonregard, publié chez De Noël, donc en février 2012. Là, je me suis dit, mais comment a-t-il fait pour trouver des sources sur François Duprat? Il a dû fréquenter des gens bizarres, je ne sais pas, peut-être est-ce que tu auras l'occasion de nous en parler. Enfin, s'agissant de la même année, en novembre 2012, tu as publié Les hommes de l'ombre du Front National, toujours avec Joseph Beauregard. Ça a été édité aux éditions du Nouveau Monde. Un peu plus tard, en 2013, tu as écrit, seul cette fois, un ouvrage intitulé « Le monde vu de la plus extrême droite », l'éditeur étant les presses universitaires de Perpignan. Enfin, un peu plus tard, en 2015, tu as publié un bouquin intitulé « Les extrêmes droites en Europe », bouquin qui a été salué, me semble-t-il, par la critique et par le public aussi, rédigé en compagnie de Jean-Yves Camus. Donc ça a été édité aux éditions du Seuil. Et cet ouvrage a été largement traduit à travers le monde, me semble-t-il. Donc j'ai noté des éditions à Cambridge, à Séoul, à Madrid, à Buenos Aires. Donc un grand succès. Et un peu plus tard, donc en 2016, tu as publié ce petit bouquin qui est très intéressant, qui s'intitule « Lettre aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout » aux éditions Les Échappés. Ça, c'était en août 2016. Alors, c'est un bouquin que je vous conseille, il se lit très facilement. Ça se présente sous la forme d'un certain nombre de lettres destinées à un certain nombre d'électeurs fictifs tentés par le vote Front National. Un petit peu plus tard, en mars 2016, on a remarqué une publication « Histoire de la haine identitaire ». Alors, c'était publié avec Stéphane François, ton complice, l'éditeur étant les presses universitaires de Valenciennes. Et enfin, en mai 2019, tu as publié, seul cette fois, « Les nazis ont-ils survécu ?» Point d'interrogation aux éditions du Seuil. Je m'arrêterai là. Bien qu'il existe d'autres publications encore que je ne citerai pas, notamment avec Jean-Yves Camus, Jérôme Fourquet, Isabelle Sommier, Romain Ducoulombier. Je ne citerai pas non plus les innombrables articles que tu as publiés sur Slate, Mediapart, dans Libération, etc.
sur un plan plus personnel, si tu me permets ce petit écart. On peut signaler que tu as milité durant tes jeunes années dans l'association Ralfron, que tu as adhéré brièvement à la gauche populaire, qui est le think tank qui est proche du Parti socialiste, que tu as été, ou que tu es encore peut-être, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Et puis enfin, cette surprise, tu as été invité à déjeuner par le président François Hollande en mars 2017, avec Nona Meyer et quelques autres chercheurs spécialisés autour de l'extrême droite. Alors là, on évite de se dire, mais que se sont-ils dit? Peut-être est-ce que tu nous en parleras tout à l'heure. Voilà. Donc, pour lancer cette conférence, qui durera 1 heure, 1 heure et quart, et qui sera suivie, bien entendu, d'un dialogue avec la salle, j'ai repéré une phrase qui est issue d'une publication que tu as effectuée en juin 2020 dans le journal Le Monde. Et j'en ai extrait la phrase suivante qui fait un peu frémir. On est donc en juin 2020. Si le scrutin européen de 2019 n'a aucunement été le tsunami populiste que certains avaient rêvé ou cauchemardé, l'actuelle pandémie paraît capable au moins de fidéliser les clientèles acquises par les extrêmes droites et aggraver les processus de radicalisation violente. Alors ça, c'était juin 2020. Et on n'est pas sorti de l'affaire. Alors peut-être est-ce que tu pourrais revenir sur la question, c'est-à-dire est-ce que le Covid invite au vote en faveur de l'extrême droite? Ça fait un peu frémir. Donc voilà, c'est un élément que tu pourrais peut-être évoquer à l'occasion de cette conférence, mais le moment est venu de te céder la parole. Je te remercie, je vous remercie tous, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer effectivement de prendre une petite heure pour faire un tour, un seeing tour de l'extrême droite en France. On ne s'attardera pas peut-être de passer une frontière de temps à autre, mais voir ce que c'est cette réalité. Alors on est à Sciences Po, il me semble qu'il y a quelques jeunes gens, peut-être étudiants, pardonnez-moi la formule des jeunes gens. On va faire un peu toutes les sciences politiques, résultat. On va faire de l'histoire, on va faire de la géographie, on va faire de la sociologie, on va faire du droit. Comme ça, on va essayer de circonscrire le phénomène d'une manière rationnelle. En soi, bien évidemment, tu citais des articles de presse. Il est bien certain qu'il y a une actualité spécifique depuis quelques années des extrêmes droites. Sur le premier slide, je vous ai tout simplement mis les occurrences des mots dans une base de données des articles de la presse française qui s'appelle Europresse. Et alors, c'est pas les mêmes échelles. On est sur 100 000 pour le graphe pour extrême droite. On est pour national-populisme avec un maximum à 250, c'est pas la même chose, mais on voit bien effectivement l'usage de ces mots et leur amplitude aujourd'hui, et il nous faut bien évidemment les circonscrire, parce que c'est le problème classique, les gens vous diront c'est quoi l'extrême droite, c'est une étiquette faite pour diaboliser, etc. Et puis en plus, pourquoi c'est en concurrence avec d'autres occurrences, celle d'extrême droite radicale, de national-populisme. Commençons par mettre ça au propre. L'expression extrême droite, le premier texte que je connais qui l'utilise, je le dis toujours avec modestie parce que je n'ai évidemment pas lu toute la littérature produite au XIXe siècle, mais je n'ai quand même lu un peu, et le premier que je connais, le plus ancien, c'est dans les années 1820. C'est durant la Restauration, et le terme d'extrême droite est utilisé pour décrire un homme en colère. C'est d'abord... Je faisais référence à l'émotion, c'est une émotion d'abord. C'est un homme qui est en colère, pourquoi? Parce qu'il considère que les institutions sont en train, alors on est dans le cadre de la Restauration, mais que ces institutions sont en train de mener la France au chaos. Que dans la pente dans laquelle on est, les élites et institutions en place vont amener la France à une nouvelle révolution. Et ces gens-là n'en veulent pas. Donc ils considèrent qu'il faut donner un coup de balai maintenant pour pouvoir réinstaller l'ordre réellement dans le pays. C'est ça, la première apparition de l'extrême droite, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on voit bien que ça a quelque chose à voir avec ce qui motive aujourd'hui un certain nombre d'électeurs dans ce pays et un certain nombre de discours. Donc, cette expression d'extrême droite, vous voyez qu'elle apparaît largement par rapport à tous les usages polémiques et à toutes les critiques qu'il peut y avoir, elle apparaît bien largement un siècle avant le fascisme. Elle apparaît un siècle et demi avant les dictatures d'extrême droite qui vont marquer l'Europe. Et ça n'est évidemment pas réductible. Cette extrême droite, comment peut-on la définir? On peut la définir, quel que soit le courant
quel que soit le pays, quel que soit le siècle, sur ces donc plus de 2 siècles, il y a un certain nombre d'items. Bien évidemment, il y a des items secondaires. Par exemple, il est certain que dans les extrêmes droites, on considère qu'on représente une élite de rechange par rapport à ces élites décadentes. Mais les 2 points essentiels à voir, c'est à l'extrême droite l'idée qu'à l'intérieur, on considère la société que l'on veut régénérer. C'est une question fondamentale. Alors je dis la société, c'est un groupe qui peut être un groupe social, c'est un groupe qui peut être ethnique, culturel, national, racial. Évidemment, là ça dépend des courants idéologiques. Disons la société, la communauté pour simplifier. Le groupe qu'on veut régénérer, on le considère d'une manière organiciste. L'organicisme, ça veut dire que vous considérez que le tout est un tout organique et qu'on ne peut pas en enlever les parties. De manière très simple, vous refusez la lutte des classes parce que la lutte des classes, c'est la guerre entre les bras et la tête. Vous refusez des apports étrangers parce que l'apport étranger, c'est la métastase, c'est le cancer et c'est la mort. Cette représentation-là organiciste avec cette idée de régénération, c'est le cœur philosophique de l'extrême droite, quelle qu'elle soit. Ensuite, un autre item absolument fondamental pour les extrêmes droites, c'est la question d'une remise en cause, d'une réorganisation des systèmes de relations internationales. Si vous voyez quelqu'un très à droite, et vous vous demandez si c'est d'extrême droite, s'il coche ces 2 cases, vous savez que c'est bon. S'il coche pas ces 2 cases, c'est quelqu'un de très à droite, peut-être trop pour vous, mais c'est pas quelqu'un d'extrême droite. Dans ces extrêmes droites, vous entendez le pluriel, il y a un courant qui va naître dans la France de la fin du XIXe siècle qui va être fondamental, qui est le courant qu'on appelle le national-populisme. Il apparaît dans les années 1887-1889, et il reste le courant majeur des extrêmes droites françaises. Le national-populisme, c'est quoi? C'est l'idée que, une fois de plus, les élites sont corrompues, mais qu'on va s'en sortir par une république référendaire. C'est l'expression qui est utilisée à l'époque. La république référendaire, on va avoir un sauveur qui émerge de la nation elle-même, loin de ses élites parasitaires, et qui va diriger en accord avec le peuple à coup de référendum. Le national-populiste classique que la plupart d'entre nous, vu nos âges, avons connu, c'est évidemment Jean-Marie Le Pen, qui était une espèce de national-populiste absolument chimique, absolument parfait à cet égard. Alors, sa fille récupère un parti national-populiste et le fait muter, bien évidemment. Une des premières choses que fait Marine Le Pen, dans son accession au pouvoir, c'est de matiner le national-populisme du Front National de ce qu'on a appelé, avec mon camarade Jean-Yves Camus, la mutation néo-populiste européenne. C'est quoi cette idée, cette différenciation entre national-populisme et néo-populisme? Le néo-populisme, c'est le courant qui émerge en Europe, en particulier d'abord en Hollande, après le 11 septembre 2001, et qui dit on n'a tellement rien à voir avec les extrêmes droites du XXe siècle que nous, on a un cadre institutionnel constant, on ne vous propose même pas de changer d'État, et puis on a tellement rien à voir avec eux qu'au contraire, nous défendons les droits des sociétés européennes, leur caractère libéral, nous défendons les juifs, nous défendons les femmes, nous défendons toutes les minorités contre le nouveau fascisme qui est l'islamisme apporté par les immigrés arabo-musulmans. C'est cette tension-là du néopopulisme, d'abord donc émergent en Hollande, mais qui a pris dans toute l'Europe, que Marine Le Pen va venir matiner, puis elle va encore faire d'autres évolutions idéologiques. J'essaierai d'y penser à en parler. Dans nos extrêmes droites, il y a une autre rupture fondamentale, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle voit venir un nouveau champ de l'extrême droite, qui est l'extrême droite radicale. L'extrême droite radicale, c'est celle qui dit « non mais c'est bien beau de changer les institutions, mais on ne va pas y arriver comme ça, c'est l'homme qu'il faut changer. Il faut libérer l'homme de tout le libéralisme du XIXe siècle. » C'est l'idée d'un homme nouveau. Alors les courants les plus connus, c'est évidemment les nationaux-socialistes allemands, c'est aussi les fascistes en Italie, mais il y a plein d'autres courants. En Russie, on peut parler du courant solidariste. Même dans ces pays-là, en Allemagne, vous aviez les nationaux-bolcheviques qui étaient à l'extrême droite des nationaux-socialistes. Il ne faut pas se tromper dans le jeu. En Italie, Julius Evola avait publié un ouvrage qui s'appelait « Le fascisme vu de droite », parce qu'il considérait que le fascisme était encore beaucoup trop libéral et démocrate. Bref, c'est une famille très plurielle, l'extrême droite radicale, qui émerge de la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a un dernier terme sur lequel il faut bien se mettre d'accord, qui est un terme qui enfle actuellement pour des raisons très matérielles sur lesquelles on va revenir, qui est ultra-droite. Alors, ultra-droite, il y a beaucoup de contresens autour de ce mot. Comment en est-il? En 1994, il y a une réforme des renseignements généraux. Il y a eu un petit scandale sur lequel je passe. Et on dit aux renseignements généraux, vous vous occupez plus de politique. J'ai dit, ok, bien sûr. Alors, les renseignements généraux, c'était l'ancêtre de la DGSI, pardonnez-moi.
Hein. Donc c'est voilà. Et il dit, ok, on s'occupe plus de politique, il n'y a pas de problème, dans un État démocratique on fait comme ça, mais en même temps on est là pour défendre l'État de droit, et il y a des gens, c'est des terroristes politiques, il y a des gens, ils sont violents, donc c'est notre travail de policier de les surveiller. Donc on s'occupe plus de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est ce qui est légal, c'est l'extrême droite légaliste, pour nous, on s'en occupe plus, on va s'occuper de l'ultra droite, il crée ce terme-là. Alors, il y avait déjà eu les ultras durant la guerre d'Algérie, puis les ultras même dans les années 1820, c'est justement ceux qu'on appelait l'extrême droite. Mais ça, ils le savent pas. Mais bon, bref, ils prennent ce terme d'ultra droite pour dire l'ultra droite, c'est l'extrême droite violente et potentiellement violente. Okay, c'est uniquement comportemental. Ça veut dire que vous pouvez être un radical, vous pouvez être de l'extrême droite radicale, vous pouvez être quelqu'un qui veut un homme nouveau, être un fasciste, et puis vous pouvez dire, oui, mais dans les conditions historiques dans lesquelles on est, je suis absolument contre la violence, ça sert à rien. Vous n'êtes pas d'ultra-droite. Vous êtes un radical, mais pas d'ultra-droite. Vous pouvez être un modéré, c'était le cas d'un certain nombre des gens de groupuscules qui ont été démantelés ces dernières années pour leurs projets terroristes, venant de courants politiques modérés, avec un but utopique modéré, mais considérés que dans l'état actuel des jeux politiques en Europe, il faut mettre des bombes. C'est donc un terme qui est un peu compliqué, qui souvent a été très mal utilisé dans l'espace public, parce qu'il émerge dans l'espace public, en fait, d'une manière très paradoxale. En 2012, au début des crimes perpétrés par le djihadiste Mohamed Merah, il y a, alors qu'on ne sait pas encore qui c'est, qui a commis ces premiers crimes, il y a une note des services de renseignement qui sort dans la presse, hein, il y a une fuite, comme on dit, et on apprend que les services de renseignement travaillent sur deux pistes pour celui qu'on appelle encore le tueur au scooter, la piste de l'ultra-droite, c'est normal, ils utilisent leur terminologie, et la piste djihadiste. Et dans la presse française, c'est vrai que le terme d'ultra-droite va servir un petit peu de fourre-tout ensuite, ils vont s'y paumer un petit peu, ça va souvent être extrême droite groupusculaire, la droite du FN, etc. Non, l'ultra-droite, c'est la violence. Vous aurez noté que je parlais de Merah, je parle de la Première Guerre mondiale, national-populisme, ça naît de 1887, je vous disais, ça naît autour de Boulanger, qu'on appelle le général revanche contre l'Allemagne, c'est le nationalisme de la revanche, dit-on. Et quand vous y regardez, pour comprendre les extrêmes droites et la suite, le national-populisme naît donc de la défaite française en 1870, très clairement. Le fascisme naît très clairement de la Première Guerre mondiale et l'extrême droite radicale. Le nationalisme blanc, qui est devenu aujourd'hui une question majeure. Hein. Il y a eu un rapport de l'ONU, de la cellule contre-terroriste de l'ONU au printemps, qui montrait que sur les 5 dernières années dans le monde, il y avait une progression des violences d'extrême droite de 320%, et que sur 18 États qu'ils étaient allés visiter, leurs services de renseignement dans 16 des États disaient qu'ils surveillaient les milieux nationalistes blancs. C'est ceux dont tout le monde a peur aujourd'hui, avec dedans la sous-tendance accélérationniste, je parlerai de cette tendance ensuite. Mais ce nationalisme blanc, il émerge dès la Seconde Guerre mondiale. Il émerge à l'intérieur de la Seconde Guerre mondiale à partir de 1942, parce qu'il y a la globalisation de la guerre, et donc il y a une transformation idéologique qui se fait. Et le néopopulisme, je vous disais, c'est le 11 septembre 2001. Alors, vous captez le jeu, c'est en fait l'extrême droite se renouvelle à chaque fois par des crises géopolitiques. C'est des crises à l'intérieur du système de relations internationales, c'est des moments de violence qui, à chaque fois, vous voyez, ce sont ces guerres qui permettent à l'extrême droite de se renouveler et d'inventer une nouvelle étape, d'inventer une nouvelle proposition contre la globalisation à laquelle elle s'oppose, puisque c'est une question majeure. Bien évidemment, je reviendrai aussi là-dessus, parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Autre terme dont on nous dit souvent, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est une façon de péjorer, c'est pas neutre, la question de la radicalité. Et c'est un vrai problème. Évidemment, il y a un risque, aujourd'hui, qui existe, que toute contestation du système politique ou du système économique soit envoyée dans un sac de ça c'est les radicaux, c'est les extrêmes, etc. Si on veut éviter ça, si on veut au contraire rester dans l'enjeu démocratique, il faut bien définir aussi cette question de radicalité de manière générale. Alors la radicalité, quand on est un démocrate, ça tombe bien, c'est notre cas normalement ici quand même, globalement je suppute. Quand on est un démocrate, pour définir les choses, en démocratie, il y a ce qu'on appelle la loi. C'est la loi qui est le meilleur instrument pour dire qu'est-ce qui est considéré hors du système, ce me semble. C'est l'accord social que nous créons, une loi. Nous avons justement en France une loi qui est la loi du 10 janvier 1936, qui est la loi qui permet au gouvernement, vous le savez, d'interdire un groupement politique. Cette loi, nul ne la conteste, elle a donc près d'un siècle, et si vous regardez même les partis qui se présentent les plus anti-système, le Rassemblement national, la France insoumise, le nouveau parti anticapitaliste, donc les partis qui se présentent comme anti-système, ne contestent pas cette loi. Aucun ne demande l'abrogation de cette loi. Et même tous demandent régulièrement son usage à l'encontre de leur adversaire.
On a donc un accord social d'un siècle sur un cadre qui nous dit ça c'est réglo, ça c'est pas réglo, c'est la radicalité, c'est hors de la norme. Que nous dit cette loi 36 qui a été amendée un certain nombre de fois, qu'aujourd'hui dans le Code de sécurité intérieure, article 212.1, je le dis pour les étudiants, que nous dit cette loi? Il y a des formes de radicalité idéologique qui va à l'interdiction. Non, la République, c'est pas un libre marché, il n'y a pas chacun qui pense ce qu'il veut, qui dit ce qu'il veut. Cette espèce de culte grotesque de la liberté d'expression dans lequel on est depuis quelques années et qui est devenu aujourd'hui à des tambours de M. Zemmour, n'est absolument pas conforme à nos traditions républicaines. Donc vous le voyez, à l'atteinte à la forme républicaine du gouvernement, l'atteinte à l'intégrité du territoire, la collaboration et le lien avec la collaboration, l'incitation à la haine, à la discrimination, à la violence, ça vous vaut interdiction dans ce pays. Et puis bien évidemment, les questions de violence militante, hein, ça c'est ce qui est le plus connu, c'est ce à quoi on pense en général, mais c'est pas un dispositif qui n'est que contre les bandes armées sur une célèbre formule. Ce dispositif-là, s'il naît en 1936, c'est parce qu'on y réfléchit depuis 1934 à l'encontre des ligues, des mouvements d'extrême droite, mais alors, et même le premier usage sous la Ve République, c'est aussi contre un mouvement d'extrême droite. Et vous voyez, j'ai repris cet été toutes les dissolutions depuis 1936. Notre extrême droite, depuis 1936, ça représente 46% des dissolutions. Ils sont vraiment largement devant tout le monde, même devant les islamistes qui ont beaucoup été dissous ces dernières années. Séparatistes, dans mon graphe, c'est au sens classique, hein, c'est séparatistes corse, bretons, basques, etc. Pas l'usage qu'on a eu depuis 2 ans du mot séparatisme. Et l'extrême gauche, elle représente 11%. Et alors 46% pour les extrêmes droites. On est monté au-dessus ces dernières années. Ces dernières années, on a 55% pour les extrêmes droites, sachant que quand même, il y a un usage qui est fait, qui est un peu extensif, puisque par exemple, la dissolution en 2019 de Blood and Honor Hexagone, selon la documentation même de Blood and Honor Hexagone, ils étaient quand même 12 militants. Hein, c'était pas vraiment un groupuscule qui exigeait peut-être un décret en Conseil des ministres. Peut-être qu'il y avait comme bon, ça pouvait se réprimer. C'était des Marseillais avec des flingues. On n'a pas besoin de passer par le Conseil des ministres à chaque fois qu'on a 12 Marseillais avec des flingues, normalement. Mais bon, le gouvernement, dans sa sagacité, a considéré que c'était ce qu'il fallait faire. Je ne le discute absolument pas, mais pour montrer qu'il y a parfois un usage, que aussi un usage, un certain marqueur. Nos extrêmes droites en France, elles ont une spécificité. On les dissout donc en 1936. Bon, en dissolution, vous savez que le principe de la dissolution, c'est qu'on se reforme derrière. Donc bien évidemment, les services de renseignement tiennent des états de la mouvance et essaient de voir quantitativement ce qu'ils représentent. Donc, ça, c'est issu de la préfecture de police de Paris, de ces services de renseignement. À l'époque, Paris, c'est le département de la Seine, c'est pour ça que c'est différencié. Qu'est-ce qu'on observe, qui est intéressant? Là-dessus, l'énorme colonne, c'est celle des croix de feu. Les croix de feu, c'est vraiment une droite radicalisée. C'est pas du tout un fascisme. Il y a eu un débat historique autour de ça, et cette question est pliée. Ce n'est pas un fascisme, les croix de feu. Dans ces extrêmes droites-là, quand vous faites le total de tous ces groupes, vous arrivez à 5,5% de la population active de la France. C'est-à-dire que c'est rien. Je vous rappelle que le parti nazi, lorsqu'il ferme ses portes à l'adhésion, c'est 8 millions de membres. L'image classique que l'on a des partis totalitaires, immense machine recouvrant une société pour l'absorber, est quelque chose qui n'existe pas dans l'histoire politique française. En France, l'extrême droite, c'est des groupuscules. Des réseaux de groupuscules, ils sont interconnectés, il y a des gens qui sont dans plusieurs groupuscules à la fois, c'est très classique, qui passent de l'un à l'autre, il y a des hybridations qui se font, certes, tout ça, mais nous n'avons pas cette forme-là. Et vous voyez le poids des modérés, à l'intérieur de ce graphe, il y a un seul groupe que l'on peut qualifier de fasciste, c'est les francistes de Buccar, le tout petit à droite de l'énorme colonne. Ils représentent 0,5% de ces 5,5% de la population active. Le fascisme français a toujours été une impuissance, très clairement. Je dis fascisme, je n'ai pas défini le terme. Pardonnez-moi, définissons-le. Un fascisme, c'est un parti milice qui veut faire un homme nouveau par un État totalitaire à l'intérieur et par une guerre impérialiste à l'extérieur. Ça, c'est la définition historique. Alors, il y a eu des grands débats, il n'y a pas de définition consensuelle, mais en gros, elle est à peu près consensuelle, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis en plus, c'est la mienne, donc je l'aime bien. Et
Bien évidemment, là-dedans, vous retrouvez les items, l'intérieur, l'extérieur, ce qu'on avait dit sur l'extrême droite, l'homme nouveau, c'est normal, c'est parce que c'est un courant de l'extrême droite radicale. Donc, tout ça est tout à fait bordé. On est un parti milice que faire un homme nouveau par un État totalitaire intérieur, une guerre impérialiste à l'extérieur. Dans l'Europe de ces dernières années, bien évidemment, ça concerne que très peu de groupes. Le parti Aube dorée en Grèce cochait toutes les cases. Il n'y a pas de souci. Aube dorée, vous pouvez les traiter de fascistes. Madame Le Pen, non. Quoi que vous pensiez de Madame Le Pen, elle n'a pas un parti milice, elle ne règne pas sur un parti milice, hein. Il n'y a pas de volonté d'homme nouveau, l'État totalitaire manifestement n'est absolument pas quelque chose à son goût, et à l'évidence, elle n'a aucun projet de guerre impérialiste. Ce n'est pas le même courant. Alors, cette particularité de l'extrême droite de l'émiettage, elle amène à deux choses dès 1934, qui est le principe du compromis nationaliste et du Front National. Le principe du compromis nationaliste, c'est, puisque nous sommes subdivisés en une infinité de petites chapelles et groupuscules, inventons un nouveau système pour sortir de l'impuissance. Créons une structure, une plateforme, un front national. On continue à militer chacun de notre côté. Les royalistes militent pour le royalisme, les fascistes militent pour le fascisme, etc., etc. Chacun sur sa doctrine, avec son groupuscule, mais on fait une plateforme commune avec laquelle on va pouvoir faire de la politique et essayer d'avancer, de sortir de l'impuissance tous ensemble. Je vous ai mis à gauche, résultat, la première affiche du premier Front National. On y retrouve des thèmes classiques d'extrême droite de l'époque, le corporatisme qui à l'époque ne concerne pas du tout uniquement les fascistes, que même un thème qui se balade largement politiquement, le travail français aux travailleurs français, ce genre d'idées, somme toute très classiques, et c'est sur ces principes-là que le Front National, en 1972, va être érigé. On reprend le terme de Front National exprès, c'est pas du tout une référence au Front National de la Résistance, c'est une légende qu'adore dire la gauche. Si vous la croyez, sachez-le, personne à l'extrême droite n'y pense en 72. Tout le monde s'en fout, tout le monde pense au Front National de 34. Et avec ce principe de compromis nationaliste qui va diriger le Front National entre 72 et 1999, lorsqu'il va y avoir la scission du FN avec l'essentiel des cadres et des militants qui vont partir avec M. Bruno Maigret, le parti va être dirigé sur le principe du compromis nationaliste. Jean-Marie Le Pen, en 73, je vous ai mis la formule, faisons ensemble le serment de nous tolérer les uns les autres, le temps est venu de réunir toutes les forces nationales en faisceau pour faire entendre librement et fortement la voix de la France. Il définit très bien ce que c'est auprès des militants intéressés. Alors, ces principes-là du compromis nationaliste, ils sont abandonnés dans le FN à partir de 1999. Le FN est traumatisé par la scission. Désormais, il n'y a plus de compromis nationaliste, il n'y a plus qu'une soumission à la présidence et à la ligne du parti. Mais ce compromis nationaliste, on est en train de le retrouver. Quand, la semaine dernière, à Villepinte, vous avez, comme nous l'ont montré tous les reportages, à la fois des gens, Madame Boutin, qui a été ministre, qui vient de la droite catholique, d'un côté M. Paul-Marie Couteau, d'un autre côté les zouaves des néofascistes, de l'autre côté des royalistes d'Action française, c'est tout simplement un compromis nationaliste. Et c'est tout à fait rationnel, parce que la ligne qu'est en train de faire M. Bruno Maigret, c'est celle du Front National d'avant la scission. Nous sommes exactement sur une tentative de résurrection du FN d'avant la scission. Nous trouvons toutes les tendances qui soutiennent M. Zemmour aujourd'hui, et d'ailleurs on y retrouve aussi tous les anciens maigretistes très investis aujourd'hui, et Bruno Maigret d'ailleurs lui-même a fait un texte dans son petit bulletin confidentiel pour soutenir la candidature de M. Zemmour. Donc là c'est un pur revival qui s'opère. Est-ce à dire pour autant que c'est cela qui nous expliquerait la violence? Non, parce qu'en fait, un des paradoxes là-dessus, c'est que la phase la plus basse de la violence d'extrême droite en France, c'est 1990-1999. 90-99, 90 c'est le congrès de Nice. Bruno Maigret fait un discours en disant on n'est plus un parti d'opposition, on a vocation à être un parti de gouvernement et à diriger le pays. Alors depuis ça rame pour y arriver, mais ils y croient. Et résultat, on ouvre complètement les portes aux radicaux. Pourquoi? Parce que les radicaux, c'est souvent les meilleurs militants. C'est là où il y a les militants les mieux formés à l'extrême droite. Et on va leur ouvrir les portes, on a besoin de nombre, on a besoin de gens qui soient bons, et ça va durer jusqu'en 99, où donc ils vont partir, ils vont quitter Jean-Marie Le Pen. Et résultat, ce moment où ils sont intégrés à l'espace public, où ils peuvent devenir des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, avoir une belle écharpe tricolore, faire des notes de frais, ce dont on rêve dans la vie. Eh ben, à ce moment-là, bien évidemment, les militants se calment. Ils sont beaucoup moins violents parce qu'ils ont un objectif politique.
ils peuvent faire avancer leurs idées. C'est l'époque où, dans le Front National, effectivement, on parle de la question raciale de manière très large, comme M. Zemmour en parle également. Donc, il y a tout à fait un intérêt pour eux. Donc, la question du lien entre socialisation d'idées violentes et brutalisation de la rue est une question qui est plus délicate. On va continuer là-dessus. Une autre chose à comprendre par rapport à ces questions d'unité et de division de l'extrême droite. Voici toujours selon les services de renseignement. Alors ceux-là désormais travaillent pour l'État de Vichy. On est sous Vichy et là aussi il y a des états, des effectifs, des estimations qui sont faites. Vichy, il faut bien voir, si vous êtes un ultra italien, allemand, espagnol, vous avez la Phalange, vous avez le Parti national fasciste, etc. comme référent historique partagé. La question, c'est que Vichy, c'est la seule dictature d'extrême droite avec 88 partis politiques qui existent. Il y a 88 partis politiques sous Vichy. Ils sont tous d'extrême droite, ils correspondent à toutes les nuances d'extrême droite. Vous avez des partis antisémites, des partis antimaçonniques, des partis anticommunistes, etc., etc., etc. Vous en avez 88. Donc vous pouvez largement faire votre marché là-dedans, mais on est très très loin d'une dictature à parti unique, et ça ne crée donc ni une culture commune, ni une unité d'action commune, puisqu'au contraire, les gens sont habitués à se bagarrer entre partis durant tout Vichy pour essayer de se piquer des parts de marché politique. Ça implique des choses dans les dissensions de la reconstruction. Qu'est-ce qu'on observe? Une fois de plus, c'est nos modérés. Donc, vous avez la profondeur de champ par rapport aux années de Vichy. Ce sont nos modérés qui écrasent tout. Vous voyez bien que la part radicale est beaucoup moins importante. Les plus radicaux là-dedans, c'est les jeunes de l'Europe nouvelle, à l'extrême droite du schéma, et c'est assez judicieux. Les jeunes de l'Europe nouvelle, c'est peu ou prou des nazis. Par contre, ils font partie de ceux, leur rôle essentiel, c'est d'assurer le recrutement pour la Waffen-SS. Vous savez que la Waffen-SS, à la fin de la guerre, sur 900 000 membres de la Waffen-SS, il n'y a plus que la moitié qui sont des Allemands, les autres sont des volontaires de toute l'Europe. Et les jeunes de l'Europe nouvelle, par contre, ont cet intérêt idéologique, ils font partie de ces lieux où, à partir de 1942, on sort de l'idéologie, justement, aryenne du nazisme pour aller vers le nationalisme blanc. Vous savez que pour les nazis, les Slaves étaient des sous-hommes. Dans le nationalisme blanc, au contraire, on valorise l'unité de la race blanche à l'échelle mondiale. Et effectivement, ça fait partie des groupes où on voit commencer à se créer cet alliage idéologique dans la guerre qui est tout à fait intéressant et qui va être plus qu'utile pour la suite. Nos extrêmes droites après-guerre vont avoir du mal à se reconstituer, ça va leur prendre du temps. La zone essentielle, bien évidemment, c'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, d'abord, c'est le summum de l'activisme d'extrême droite en France. Durant la guerre d'Algérie, durant tout le long de la guerre d'Algérie, vous avez en gros, selon les services de renseignement, à peu près 7500 activistes dans ce pays. Après 1968, on est à 2500. Actuellement, le service de renseignement estime 3000, 1000 violents, potentiellement violents, 2000 qui diffusent les mots d'ordre, qui partagent des choses sur les réseaux sociaux, etc. Donc 3000. On verra que c'était un peu plus. Sur ces 7500, il y a un groupe qui est particulièrement célèbre, qui est Jeunes Nations, qui va donner naissance à bien des groupuscules dont vous avez peut-être entendu parler, le mouvement Occident, Ordre Nouveau, l'œuvre française, dissoute en 2013, etc. sont tous des enfants de Jeunes Nations. Et Jeunes Nations, alors il y a après la tentative de coup d'État d'avril 1961, vous savez, le carteron de généraux qui essaye de renverser le pouvoir pour que l'Algérie demeure française, ordre est donné de faire un fichier des activistes et des suspects d'extrême droite. Donc c'est très bien, ça fait de la belle documentation. Et c'est intéressant pour voir qui sont les gens qui se retournent vers l'extrême droite. Pourquoi cette extrême droite? Je viens vous dire, regardez quelques années après, au législatif de 1967, l'extrême droite, à l'échelle nationale, fait 0,9% des voix. 0,9% des voix législatives de 67. C'est vraiment un camp qui a été déconstruit. Ceux qui retournent, quand on regarde ce fichier, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quoi? Alors d'abord, les fichiers de l'époque, j'explique pourquoi les prénoms, les fichiers de l'époque ne marquent pas le sexe ou le genre, comme on dirait aujourd'hui. Donc il faut faire avec le prénom. Donc vous voyez qu'on a 92-93% de prénoms masculins, et puis on a cette fourchette de prénoms qu'on appelle les prénoms épicènes, les prénoms comme Dominique, où on ne sait pas quel est le sexe. Et en bleu, cette toute petite partie sur le camembert de prénoms féminins, dont un certain nombre sont des épouses d'eux, qui plus est. On est sur un univers totalement masculin. On est sur un univers très jeune. On voit bien, ce sont des gens qui viennent après la Seconde Guerre mondiale. En gros, ils sortent du service militaire et ils considèrent qu'il faut que l'Algérie demeure française.
Leur père a fait la Seconde Guerre mondiale, leur grand-père a fait la Première Guerre mondiale. Quand on nous parle de guerre civile aujourd'hui, on oublie aussi un petit peu que ces gens-là ont fait leur service et que chaque génération avait connu une guerre, qui fait que c'est assez normal de considérer qu'on menait la sienne. Et on voit qu'ils sont localisés aussi de manière un petit peu intéressante. Et en fait, vous voyez, la région parisienne, la zone bordelaise, ça c'est une particularité. La région lyonnaise, Marseille et Nice. Et alors ça, c'est quelque chose d'amusant, si j'ose dire, enfin pour peu que vous ayez mon sens de l'humour qui est un peu spécifique. L'extrême droite radicale française a une géographie qui remonte à l'entre-deux-guerres. Le cœur de l'extrême droite radicale française, dans son implantation, c'est le couloir rhodanien. Lyon, capitale, vraiment, superbe. On descend le long du couloir rhodanien, on va à Marseille, on dégage jusqu'à Nice. Ça, c'est le cœur de l'extrême droite française, on le retrouve ici. La pointe septentrionale, l'extrémité nord, de votre côté, à vous, on a toujours eu des groupuscules aussi. C'est pas la même chose, c'est pas la même importance, mais c'est vraiment quelque chose d'absolument classique. Et puis la région nantaise, autour de Nantes. Ça, c'est vraiment les zones structurelles, c'est la géographie structurelle de l'extrême droite radicale, qui est absolument fondamentale, le couloir rhodanien écrasant quand même largement tout le reste. Donc cette question de l'Algérie, elle va voir naître un certain nombre de jeunes gens, dont ceux qui vont vouloir créer le Front National en 1972, qui vont aller chercher Jean-Marie Le Pen, avec le principe du compromis nationaliste. Ça va être complexe. Le Pen commence à monter des sections de son côté, commence à compter des sections de leur côté. Résultat, une semaine avant le meeting fondateur, il lui envoie un courrier en lui disant « Écoute, si ça continue comme ça, tu seras jamais président. On va créer le Front National sans toi. Ça sera François Brignot, qui est un ancien milicien, qui sera le premier président. » Alors évidemment, ça plaît moins. Le Pen, il a été député poujadiste, il fait plus notable, il dédiabolise. Il voudrait éviter d'utiliser un milicien. Mais donc, ça se fait comme ça, avec beaucoup de heurts, et puis à la fin, ils s'entendent et ça match. C'est ces jeunes gens qui vont considérer que leurs aînés ont toujours tout perdu, toujours tout raté, c'est là-dessus un côté 68 art, quoi, hein, qui vont effectivement secouer le cocotier, créer le mouvement Ordre Nouveau, fantastiquement dynamique. À l'été 71, le fichier d'Ordre Nouveau, c'est 2351 cartes sur une mouvance de 2500, je vous disais. Donc eux, ils arrivent à fédérer tout le monde. Cette géographie de l'extrême droite, elle persévère. Voici des cartes qui sont pas de moi, mais de Marion Jacquet-Vaillant, qui a brillamment soutenu une très belle thèse au mois de janvier sur le mouvement identitaire, qui a été évidemment... Ensuite, il y a eu la dissolution de Génération Identitaire, et des cartes sur l'implantation de Génération Identitaire 2014-2019. C'est très intéressant parce que vous voyez exactement qu'on part sur les bases traditionnelles de l'extrême droite. On a bien notre région lyonnaise, Marseille, Nice, notre extrémité nord, notre région parisienne, on n'est absolument pas perdu. Et ensuite, on va grignoter. On grignote plus au sud, c'est assez rationnel. C'est là où est concentré l'essentiel de l'animosité islamophobe. Donc c'est assez rationnel étant donné les problématiques. Et c'est intéressant parce que Génération Identitaire et les identitaires, c'est un mouvement qui se veut vraiment l'extrême droite du XXIe siècle. Les identitaires se construisent complètement en rupture après la dissolution du Unité radicale en 2002 sur l'idée qu'il faut rompre avec tout. Rompre avec les références fascistes, on les enlève complètement. Rompre avec l'antisionisme et le soutien à la cause palestinienne, qui faisait partie de la mouvance. Rompre avec l'antisémitisme et l'antisionisme. Donc rompre avec le négationnisme. Vraiment construire une nouvelle extrême droite qui soit l'extrême droite du XXIe siècle. Mais vous voyez bien qu'en même temps, il y a des poids structurels et qui partent donc exactement dans les mêmes territoires qui sont les territoires coutumiers de notre extrême droite. Alors je disais rompre avec l'antisémitisme, aller sur les questions de l'islamophobie ou autre, ça date pas de 2015, ça date pas de 2001, même si ça s'accélère. Voici un graphe, alors je vous explique, corpus des CRG. J'ai eu le plaisir de travailler sur les archives de la Direction centrale des renseignements généraux, donc l'ancêtre de la DGSI, où de 1976 jusqu'aux réformes de l'ère Sarkozy, on faisait des statistiques mensuelles et annuelles sur la violence politique. Donc tout le monde, vous êtes un Breton qui pose une bombe, ou vous êtes un type d'extrême gauche à Marseille, etc. À la fin, ça se retrouve dans ces synthèses. Donc, grâce à ces synthèses, on peut faire plein de choses, ensuite plein de statistiques amusantes, dont celle sur la victimologie. Et donc, très clairement, vous voyez les actions anti-maghrébines en vert, les actions antisémites en bleu. On a l'énorme pic de la fin des années 70 dans les actions antisémites, où là, il y a une très forte accélération, en particulier après l'attentat de la rue Copernic, qui n'est pas fait par l'extrême droite, mais qui provoque une vague de violence antisémite d'extrême droite.
Ça, c'est la violence antisémite fonctionne toujours sur ça, sur des stimulus extérieurs ou intérieurs, hein, mais ça fonctionne toujours comme ça. Et par exemple, la guerre du Golfe, etc. À chaque fois, ça vous fait une vague de violence antisémite. Ce qu'on voit très clairement, c'est cet écroulement de la violence antisémite à l'extrême droite dans les années 80. Et l'explosion des violences anti-maghrébines. Alors quand je dis écroulement de la violence antisémite, attention, je ne dis pas la stupidité que vous disent certains éditorialistes ou autres, on n'avait jamais tué quelqu'un en France parce que juif entre la Seconde Guerre mondiale et Mohamed Merah. C'est pas vrai. En 1984, par exemple, vous avez un militant néo-nazi qui tue une femme parce qu'elle est juive. Il n'y a pas d'autre raison, le procès se passe, c'est extrêmement clair, il est absolument néo-nazi, il la tue absolument par antisémitisme, et le type prend perpète. Donc la chose est parfaitement bordée. Donc écroulement de la violence, évidemment, ne veut pas dire disparition de la violence, et évidemment cette brave dame et ses amis et familles n'ont pas été très consolés du fait qu'il y ait un écroulement de la violence antisémite pour son cas. Mais c'était en 84. Et vous voyez qu'à partir de 82, on a cette explosion de violence anti-maghrébine, et on a vraiment un changement de focale. On a vu des vagues en 73, il y a 16 maghrébins qui sont assassinés à Marseille dans l'année, il y en a qui sont tués à coups de hache, il y en a des noyés, etc. Il y a des trucs qui se passent. Mais on n'avait jamais eu cette focalisation. Elle se passe en même temps qu'il y a plein d'autres petits signaux. 82, très très loin des questions de la violence, bien évidemment, je ne confonds pas, on a des succès à des cantonales partielles du Front National. C'est pas du tout la même chose, mais il y a bien la même question de la critique de la société multiethnique qui est posée. 83, vous avez l'importation du phénomène skinhead depuis la Grande-Bretagne qui commence à se faire en France. Je parle du skinhead d'extrême droite, évidemment pas des autres. Donc il y a bien tout un certain nombre de signaux qui émergent à bas bruit au début de ces années 80, quant à un rejet de la société multiethnique par une partie de la population et une nouvelle mobilisation politique, l'anticommunisme central bien évidemment dans les extrêmes droites, laisse la place à de nouvelles doctrines. Le Front National lui-même, lorsqu'il est fondé en 72, est d'abord sur un logiciel anticommuniste. C'est son numéro 2 dans les années 70 qui dit on est bloqué. À la présidentielle 74, Jean-Marie Le Pen fait 0,74% des voix. Et parce que sur la question de l'anticommunisme, vous avez des grands partis stables, capables de gagner les élections, vous n'avez pas de raison de voter pour le Front National si vous êtes mu par l'anticommunisme. Ce n'est pas une bonne offre idéologique, elle n'est pas conforme pour créer un marché politique. D'où le coup de génie de l'immigration que va avoir François Duprat, numéro 2 en 1976, de dire c'est par l'immigration, pas par l'anticommunisme qu'on peut y arriver. Et il invente ce slogan 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop, qui est évidemment une très très bonne trouvaille et quelque chose qui va permettre de se créer une part de marché électorale. Alors, autre corpus, c'est le corpus Vuramil. Vuramil, c'est le programme de recherche, donc violence et radicalité militante. On a ramassé avec mes petits camarades 10 000 faits de violence politique entre 1986 et 2016. Et en ce qui concerne les extrêmes droites, il y en avait 1500. Donc on ne prétend pas que ce soit exhaustif, c'est impossible d'arriver à faire ce genre de choses de manière exhaustive, mais ça vous fait un corpus intéressant qu'on a mis un petit peu dans tous les sens. Sur ces cartes, on a rassemblé, alors par famille, sous-famille politique des extrêmes droites, parce qu'il y a quelque chose comme 170 groupes qui sont en cause, donc faut rassembler, faut synthétiser. Et vous voyez que c'est assez intéressant. Quand on regarde ces cartes, qu'est-ce qu'on y voit quand on est un petit peu à l'aise sur la lecture de cartes? D'abord, il y a une distribution qui est intéressante. Il y a la ligne Le Havre-Perpignan. La ligne Le Havre-Perpignan, vous voyez que les violences sont à droite de cette ligne. La ligne Le Havre-Perpignan, c'est celle qui organise la sociologie électorale du vote FN depuis les années 1980. On retrouve cette carte dans les violences d'extrême droite, cet axe. Cette distribution existe, il y a bien l'Est de la France est bien une zone beaucoup plus crispée sur les questions de la société multiethnique que l'Ouest. Ensuite, très clairement, on retrouve des éléments que l'on a dit. On retrouve Lyon avec tous les courants d'extrême droite, toutes les familles des extrêmes droites, on retrouve notre couloir rhodanien, on retrouve notre centralité de la région parisienne, et vous voyez que ce qui est en vert, ce qui est les haltérophobes, donc les islamophobes, les antisémites, etc., sont plus concentrés largement sur le sud de la France. Alors là-dessus, je vais affiner, je passe vite sur celle-ci. Regardez, toujours sur ce corpus-là, on l'a mis là sur la carte, les atteintes aux lieux de culte et aux cimetières. Alors les profanations de cimetières, c'est quelque chose qui a été mis à la mode en 1990 par la profanation du cimetière de Carpentras. Quand je dis mis à la mode, ça a été une mode mondiale. Je veux dire, c'est quelque chose qui existait parce que dans les milieux néo-nazis américains dès les années
Dès les années 1950, il y a des hybridations avec les phénomènes satanistes aux USA, des choses un petit peu particulières. Mais c'est la profanation de cimetière Carpentras qui va être imitée jusqu'en Australie. Hein. C'est vraiment un phénomène incroyable dans les mois suivants. C'est vraiment une profanation qui a un impact mondial et qui va aussi lancer la chose en France. Alors résultat, quand on regarde donc en bleu les lieux de culte, en vert les cimetières, on voit que là aussi il y a des spécificités qui sont assez pertinentes et qui nous racontent la pluralité des extrêmes droites. Vous le voyez, la zone où il ne faut pas se faire enterrer, c'est vraiment le Grand Est, l'Alsace. On ne peut pas dormir en paix, quoi. Il y a des profanations de cimetières extrêmement concentrées sur ce territoire. A contrario, la Corse, ça va. On ne profane pas les cimetières en Corse. Par contre, on y brûle les mosquées. Très clairement, vous avez des particularités. Région parisienne, on va s'en prendre aussi bien à des synagogues qu'à des mosquées. Par contre, si vous regardez, on a un triangle des violences symboliques islamophobes qui est extrêmement clair. Toulouse, Lyon, Marseille, tous ces points bleus, c'est pour l'essentiel des mosquées qui sont comme ça attaquées ou profanées. Donc, très clairement, on voit bien que ces crispations-là, alors, outre les questions de diagonale du vide, etc., puis vous voyez, on retrouve Nantes, on retrouve quand même des choses par rapport à ce qu'on disait, on retrouve Lyon, on voit bien que ces implantations vont avoir quand même un peu les unes avec les autres, et elles vont nous amener à des groupes différents. Parce que alors vous savez que c'est toujours compliqué pour le service de police de retrouver des gens qui ont fait une profanation ou autre, c'est pas facile, mais lorsqu'on retrouve les gens, très clairement, nos profanateurs de cimetières dans l'Est, c'est souvent la caricature des jeunes hommes non diplômés, des classes très populaires, avec une idéologie néo-nazie extrêmement sommaire et caricaturée, tandis que dans mon triangle Toulouse, Lyon, Marseille, des gens qui vont fiche le feu à une mosquée en construction, ça va plus être des profils de monsieur tout le monde, des gens comme vous et moi, beaucoup plus classiquement, des gens beaucoup plus intégrés socialement. Et ça nous dit là aussi sur ce que sont les positionnements de l'antisémitisme et de l'islamophobie dans nos sociétés européennes. Par exemple, si vous regardez à l'échelle européenne, très clairement, le produit politique antisémite, en tant que produit politique, ça fait fuir l'électorat féminin. C'est très clair. Si vous êtes antisémite, vous perdez le vote des femmes. Par contre, si vous êtes islamophobe, vous augmentez votre pénétration dans le marché électoral féminin. Très clairement, les femmes réagissent beaucoup plus aux produits politiques islamophobes qu'antisémites. Et vous voyez ça à voir effectivement avec une certaine intégration sociale qu'on retrouve y compris dans les faits de violence chez les marginaux. Alors, je ne veux pas vous assommer, vous en faites pas, hein, 3 slides et puis on discute ensemble. Juste sur des questions pour montrer parce que je l'ai évoqué, la question des skinheads ou autres, ça c'est un état des lieux, toujours pareil, d'estimation par la Direction centrale des renseignements généraux en 87, pour vous montrer que c'est stable, parce que je vous ai montré en 36, je vous ai montré dans la Seconde Guerre mondiale, vous voyez bien que c'est toujours les modérés légalistes qui écrasent le champ de l'extrême droite. Hein. Vous voyez bien que la partie de l'extrême droite radicale est très faible. Troisième voie, œuvre française. Troisième voie, c'est des nationalistes révolutionnaires, œuvre française et néofascistes. Les faisceaux nationalistes européens, c'est des néo-nazis. Le PNF, le PNFE, c'est des néo-nazis. Alors le PNF, ça a été mené par d'anciens Waffen-SS, dont M. Bousquet, qui déposa les statuts du premier Front National en 72, c'est lui qui les dépose à la préfecture de police de Paris. Il quitte le Front National au début des années 80 en disant que Jean-Marie Le Pen est devenu un agent d'Israël et qu'il ne veut plus participer à ces manœuvres talmudiques au bénéfice du Mossad. C'est vrai. Hein. Et donc, ils fondent leur propre structure, dont des jeunes gens vont faire scission en considérant qu'elle est trop modérée. Et ils vont créer le PNFE. Le PNFE va surtout se faire connaître à la fin des années 80, début des années 90, par un certain nombre d'attentats et d'assassinats, avec cette stratégie qui consistait à tuer en utilisant des faux nez. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des crimes anti-maghrébins commis au nom d'un pseudo-groupe Masada ou un pseudo-groupe Irgun, etc. Bref, avec des fausses revendications de groupes juifs. De même, il y a un autre assassinat qui est fait au nom d'un pseudo-groupe arabe, et leur but du jeu est de provoquer des cycles de violence entre les autres communautés, tout en se faisant bien évidemment plaisir par rapport à ces cibles. Ça, c'est la particularité du PNFE, que lui, on n'a pas dissous, qu'on a réprimé par la voie légale classique, individu par individu. Un petit mot au passage, on voit aussi toute la difficulté
parce que le troisième voie, ils sont pas 700, comme le pensait la DCRG à l'époque, parce que j'ai le fichier, ils sont 250. Œuvres françaises, ils sont pas 550, ils sont 150. FNE, ils sont pas 500, ils sont plutôt 5 ou 10. C'est toujours très difficile de cibler cette mouvance, de la catégoriser, pour un certain nombre de raisons. Entre autres, je vous disais tout à l'heure, par exemple, on dit aujourd'hui qu'il y en a 3000, d'accord, vous avez peut-être entendu, vu ça dans des reportages, etc. C'est le chiffre officiel. Ok. Aux dernières élections européennes, il y avait évidemment la liste la liste de l'extrême droite, modérée, légale et légaliste, menée par M. Jordan Bardella, qui est arrivé première, vous vous en souvenez, mais il y avait d'autres listes d'extrême droite. Il y avait par exemple la liste de la dissidence française, c'est le logo avec la flèche en haut, qui s'appelait Reconquista. La dissidence française, un petit groupuscule néofasciste qui se réfère à des théoriciens comme Julius Evola ou Alexandre Douguin, pour ceux qui ça dirait quelque chose, donc un fascisme ésotériste qui a une dimension, qui rêve d'une dimension eurasiatique. Vous voyez qu'on est sur quelque chose d'assez spécifique, et vous vous doutez bien, ils n'ont pas beaucoup de sous, évidemment, donc il fallait imprimer soi-même les bulletins. Vous n'avez pas reçu leurs bulletins. Il y avait la petite liste du Ciel. Le Ciel, c'était un groupuscule populiste qui avait été créé pour désenclaver le Front National, servir de sas vis-à-vis des Républicains, de l'UMP, et puis qu'au contraire, c'est plutôt durci de son côté, et qui faisait donc une liste contre le grand remplacement initié par M. Renaud Camus, qui tout compte fait votera pour la liste Bardella. Et donc, il y a aussi une liste officiellement contre le remplacement. Et là aussi, il faut imprimer. Alors, ce qui est intéressant, quand vous faites la distribution de leur vote, la carte à côté, vous voyez qu'il n'y a pas de grande concentration. Vous voyez qu'on n'est pas dans la France périphérique. La France périphérique, ça n'existe jamais au niveau de la sociologie électorale. Il faut jamais avoir lu une carte électorale pour penser que la France périphérique, ça existe. Alors, on a une distribution qui est très large sur le territoire. Vous voyez que chez vous, dans l'extrémité septentrionale, c'est très très marqué. Vous en avez plein, je vous félicite. Vous voyez que donc dans la ruralité, il y en a beaucoup, c'est pas les problèmes des couronnes périurbaines, on nous raconte des histoires avec tout ça. Et quand vous les additionnez, il y en a quand même là, il y a 6000 voix. Il y a 6000 voix. Donc je veux bien qu'il soit 3000, les gens de la radicalité de droite, mais des gens qui considèrent que le Front National est par trop vendu au système sur la question migratoire et qu'il faut imprimer chez soi le bulletin de vote. Pour voter, par exemple, pour la dissidence française, il y en a 4500. C'est pointu. Faites le test. Moi, je fais toujours le test auprès de ma mère. Je lui demande, est-ce que tu connais, quoi. Et je peux vous dire, ma maman, elle connaissait pas la dissidence française, il n'y a pas de souci, quoi. Le citoyen normal ne connaît pas la dissidence française. Donc, il y a bien 4500 personnes qui sont assez polarisées par les questions de la radicalité de droite pour aller imprimer ce bulletin et le mettre. Donc, cette estimation de 3000, je la trouve un peu faiblarde. De même qu'on nous dit aujourd'hui que la concentration de la radicalité de droite, ce serait de la Normandie à la région Rhône-Alpes-Auvergne, outre le fait que je ne pense pas que la question du couloir rhodanien qui dure depuis l'entre-deux-guerres puisse disparaître, que la carte faite par Marion de génération identitaire montre que ça perdure, là aussi on voit bien c'est pas un problème nord. C'est pas un problème nord-sud, la question de l'extrême droite, c'est à mon avis une mauvaise lecture. Pour finir, l'extrême droite majoritaire. Comment on fait une extrême droite majoritaire ? C'est une bonne question dans cette période. Alors, je vais vous prendre le cas de Perpignan. Petit A, je suis perpignanais, donc ça me fait plaisir. Petit B, c'est un cas particulièrement intéressant, puisqu'en 2014, il y a un retrait de la liste de gauche au second tour au bénéfice du maire sortant UMP. Ce front républicain va gagner et M. Alliot perdre. En 2020, même sketch. Et cette fois, le front républicain perd et M. Alliot gagne largement, 53%, une victoire non discutable. Alors, comment on passe dans un duel d'une défaite classique de l'extrême droite à une victoire de l'extrême droite? Il y aurait certes plein de choses, mais on va concentrer ça en 2-3 graphes. Voici les scores de M. Alliot en 2014, selon les bureaux de vote, classés en bas selon le prix du foncier. D'accord ? Ligne bleue, c'est le fichier des militants du Front National, leur implantation par un bureau de vote. Chose intéressante, quand on fait la corrélation, on se rend compte qu'effectivement, plus il y a de militants dans une zone, même quand ils ne militent pas, moi dans ma rue j'ai 2 militants du FN encartés, mais qui collent pas d'affiches, etc. Néanmoins, ça normalise.
ça normalise et on voit une progression du vote dans ces bureaux de vote, même par les militants inactifs. La stratégie de normalisation, elle fonctionne parce qu'effectivement, le parti, c'est plus cette idée lointaine d'extrémisme, c'est le voisin, Stéphane, tu sais, lui, il est au FN, et Stéphane, il est quand même super sympa. Donc cette question-là, elle importe. Et on va voir qu'elle recoupe des choses. Le vote pour Madame Le Pen et le vote des deux tours. Très clairement, déjà, vous voyez que Madame Le Pen est largement en dessous en 2012 que M. Alliot en 2014. Ce que l'on observe également, c'est que nos militants et nos électeurs du Front National, ce n'est pas les zones les plus paupérisées. C'est bien la petite classe moyenne qui est sur cette problématique, très largement. C'est la petite classe moyenne, mais si vous regardez, vous avez des scores records là où c'est le plus riche. Et pourtant, c'est le seul endroit où vous avez 0 militant dans le fichier. C'est-à-dire qu'on a une bourgeoisie là qui partage les idées du Front National, ne veut pas mettre en cause son capital social. Elle ne veut pas risquer son capital personnel au bénéfice de ses idées. Et c'est particulièrement pertinent quand on regarde le bureau de vote le plus riche de la ville. Ce sont les grandes villas sécurisées, avec des caméras, des grandes piscines, qui sont sur la route de la plage. Et là, c'est vraiment de l'argent. Et ce bureau de vote, vous le voyez, il vote plus pour M. Pujol au premier tour, mais il vote plus pour M. Alliot au second tour. Et de 2014, comment va-t-il voter en 2017? Au premier tour, il vote François Fillon. Au second tour, il vote Emmanuel Macron. Aux élections européennes de 2019, il vote pour la liste Renaissance de la République en marche. Au premier tour des élections municipales, il vote pour Louis Alliot. Au second tour, il fait un triomphe à Louis Alliot. Très clairement, vous avez là affaire à une grande bourgeoisie qui ne croit pas dans le programme économique du Front National, qui ne croit pas dans la critique de l'euro du Front National, qui ne croit pas dans la capacité présidentielle de Mme Marine Le Pen, mais qui, par contre, sur le plan de sa vie personnelle, dans ses idées, recoupe les questions de représentation de l'immigration, de la citoyenneté culturelle, de la citoyenneté ethnique du Front National, et est prêt à faire confiance à un candidat qui lui apparaît comme plus mesuré, plus modéré et plus crédible sur les questions économiques. M. Alliot avait fait une campagne où, effectivement, économiquement, ça sonnait quasiment La République en marche quand il parlait. Hein, et c'était une campagne vraiment de fusion des droites. Et on voit que là, c'est fonctionnel et que ces gens ont pu aller voter auprès des gens des classes plus populaires. Il y a pu avoir une congruence qui s'est faite. Elle se fait même dans des bureaux de vote marqués par des populations d'origine immigrée. Je vous prends un bureau de vote, le bureau de vote des Oiseaux, au nord de Perpignan, la cité des Oiseaux. C'est un bureau de vote qui a fait front républicain de manière très vigoureuse en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Il a voté comme le bureau de vote avec le foncier le plus haut, à 61% pour M. Alliot. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Deux éléments. D'une part, M. Alliot commence sa campagne en invitant Éric Zemmour en septembre 2019, et après ne parle plus d'immigration, ne parle plus d'islam. Il cherche à ne pas faire peur à cette population. Et en même temps, une dégradation très profonde des problèmes de sécurité, plusieurs fusillades sur la cité des Oiseaux entre groupes de dealers opposés, dont la dernière fusillade sur le parvis d'une école primaire. Et là, évidemment, la population, elle réclame de l'ordre. Au moment où les gens se tirent dessus devant l'école de leur enfant, c'est tout à fait normal de sa part. Et là, le stigmate se retourne. Ça devient, oui, peut-être, c'est de l'extrême droite, mais après tout, on a besoin d'ordre. Et après tout, il n'a pas l'air raciste, il n'a pas l'air islamophobe. S'il nous ramène la sécurité dans notre quartier, c'est important. Et vous allez voir les Oiseaux et le Massiero, le quartier le plus riche, qui vont voter ensemble à 61%, avec cette question de la sécurité que parfois, à gauche, on tend à mésestimer, mais je vais vous donner 2-3 stats quand même sur la ville. Perpignan, entre 2012 et 2019, c'est plus 30% de coups et blessures, c'est plus 89% d'homicides et tentatives d'homicide, c'est plus 329% de viols. Donc, il y a bien un problème évidemment de sécurité et sur lequel l'extrême droite arrive à dire « nous sommes l'offre qui vous parle politiquement de ça depuis le plus longtemps, avec les termes les plus forts, nous sommes donc les plus crédibles ». Et là-dessus, ça a été fonctionnel. Un dernier petit graphe pour comprendre cette élection majoritaire, un élément qui est intéressant dans le vote, soit les allochtones et les autochtones. Alors les allochtones, ça va être tous ceux qui sont nés à l'extérieur du département, dont Perpignan est la préfecture. Et les autochtones, on va considérer que c'est ceux qui sont nés à l'intérieur du département. C'est très pratique, ils représentent chacun 50% de la liste électorale. Ce que vous regardez, c'est comment on classe les bureaux de vote. Par exemple, aux européennes de 2019, je ne vous ai pas mis 50 élections, mais ça marche sur les autres aussi.
Un bureau de vote avec moins de 40% de gens qui viennent d'ailleurs, eh bien, vous avez un vote LREM très bas, à 12 points, et un vote FN à 37. Les électeurs nés dans ce département ont un survote phénoménal à l'extrême droite. Le score, en fait, sur Perpignan, vient du fait qu'il y ait déjà 50% de population, 50% de la liste électorale qui vient de l'extérieur et qui, elle, a un vote libéral. Vous voyez? Et au fur et à mesure, on fait varier effectivement les choses sur les bureaux de vote, la proportion de gens nés dans le département ou hors du département, on arrive à un taux qui se rapproche des moyennes nationales, avec néanmoins toujours un survote pour le FN, mais nettement modéré. Et c'est une particularité très notable, cette question de l'opposition dans l'élection, selon que vous soyez déjà intégré au département ou que vous veniez vous y intégrer. Et vous voyez qu'ils ne votent absolument pas de la même façon. Qu'est-ce qui s'est passé au municipal de 2020 ? Les graphes ne sont pas évidents à lire, comme ça de prime abord, je le sais bien. Là, en classant les bureaux de vote, ce qu'on constate, c'est qu'au premier tour, M. Alliot, il fait 36%, M. Pujol, il fait 18%. Et puis les autres sont en dessous, c'est-à-dire l'état de l'élection. Ce qu'on constate, c'est que ceux qui ne sont pas allés voter avec la question du Covid, la question de la surabstention municipale, elle n'explique pas l'élection de M. Alliot. Dire ça, si vous l'avez lu chez certains ont osé l'écrire, il faut vraiment... bon, bref. C'est pas rationnel, parce que quand vous faites les calculs, ce que vous voyez, c'est que c'est l'électorat de M. Alliot, c'est l'électorat autochtone qui s'est abstenu. C'est-à-dire M. Alliot est à 36%, le second à 18%, mais en fait, sans Covid, M. Alliot est à 42, 43, sans aucune difficulté. C'est son électorat qui a une abstention différenciée. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux tours ? C'est la concordance des courbes, c'est qu'effectivement, une bonne partie des allochtones, des gens à l'extérieur qui étaient beaucoup plus libéraux, sur la ligne modérée de M. Alliot, sur sa ligne de fusion des droites, vont effectivement converger avec les autres pour sortir la mairie sortante, sortir les sortants, et donner une solution majoritaire. On peut avoir une solution majoritaire donc à l'extrême droite, mais elle demande beaucoup d'éléments, vous voyez, dans l'équation. Elle demande une offre politique totalement déconstruite et élimée en face de cette extrême droite. Elle demande une ligne qui est une ligne spécifique, tout à fait modérée, intégrée à son territoire, avec un travail d'implantation au long terme. On est sur un territoire qui est aussi un territoire qui est à bout de course, qui donc est plus près à s'offrir. Mais la question, en tous les cas, de la réduction du vote à l'extrême droite sur les catégories populaires, telles que cela a pu beaucoup être pratiqué médiatiquement depuis des années, est quelque chose qui ne tient pas la route. Et on le voit là aussi, qu'il ne tient pas la route dans les actuels sondages de M. Éric Zemmour, où ce sont les CSP+, ce sont les seniors, etc., qui viennent, qui expriment un désir de Zemmour. On voit bien qu'on a au contraire aujourd'hui une problématique qui n'est plus seulement la problématique des jeunes hommes non diplômés, qui est le socle électoral des extrêmes droites dans toute l'Europe, j'en suis tout à fait d'accord, mais qu'on a aujourd'hui une bascule politique qui est en train de prendre dans les classes moyennes, qui sont en train de s'éloigner de plus en plus de leur centre de gravité antérieur. Je m'arrête là pour qu'on puisse bien évidemment débattre. Très bien, merci Nicolas. Quelqu'un souhaite-t-il poser la première question? Monsieur? On va vous amener le micro. Au dernier rang. Bonsoir. J'aurais voulu savoir, au vu des différentes cartes qu'on a vues sur les répartitions, est-ce que vous avez une explication du pourquoi, en Bretagne, à part Nantes, il n'y a pas de pénétration des droites radicales? Alors, effectivement, on ne va pas rentrer dans le débat Bretagne et Nantes. Ça, on va pas le faire, si tu veux bien. Parce que j'entends ça à côté de moi. Moi, je rentre pas là-dedans. C'est un tas provocateur.
Ok. Bon. Par contre, pour vous répondre, cher monsieur, c'est une bonne question parce que en fait, on se casse un petit peu les dents. Parce que la question de la territorialisation de la radicalité, elle est délicate. Il est certain que l'axe Le Havre-Perpignan, il correspond à la France industrielle à sa droite, il correspond à l'implantation de l'immigration à partir des années 1960 également. L'essentiel de l'industrie était là, l'essentiel de l'immigration maghrébine a été là. Alors, bien évidemment, on peut se dire que cette concordance importe, ça ne me paraît pas irrationnel. De même, la éternelle et classique question du poids du catholicisme sur la façade atlantique. Quand on a dit ça, est-ce qu'on a résolu la question? C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, et je vous avoue que sur les questions de géographie, on est quand même encore aujourd'hui sur des questions délicates, parce que autant, par exemple, si je vous avais amené la carte qu'on a fait sur les gauches, on voit bien, par exemple, et c'est assez rationnel, qu'il y a une certaine convergence de la carte des groupes antifa de gauche et des groupes néofascistes d'extrême droite. Mais après tout, on va pas s'en étonner. Il y a un groupe qui se monte, résultat, ça motive d'autres personnes à s'y opposer, ça se retrouve dans les villes étudiantes, Toulouse, etc. On se dit ça a une rationalité dans ce cas-là. Mais globalement, aujourd'hui, moi c'est une question à laquelle je réfléchis depuis un moment, mais hélas, j'ai pas du tout trouvé la réponse et j'aimerais bien vous la donner, mais pas encore. On n'a pas pu vraiment tirer une conclusion logique sur les causes de radicalité sur les terres. Alors de radicalité, par contre, pour le vote FN, ça match plus. Pour le vote FN, le camarade Joël Gombin, qui est politiste, a montré que c'était la progression de ce qu'on appelle le coefficient de Gini, c'est-à-dire la distribution des richesses sur un territoire. Le fait qu'il soit plus ou moins inégalitaire, et que depuis les européennes de 2009, les variations du coefficient de Gini, en gros, vous prenez 0,2 points de coefficient, vous prenez 5 points de vote FN. Donc là, il y a une formule mathématique qui a été trouvée, qui est pas mal, pour essayer d'appréhender les progressions du vote FN. Par contre, quand on fait la carte des djihadistes, quand on fait la carte des extrémistes de droite, donc sur les questions de radicalité, quand on fait la carte des ultras et extrême gauche, il n'y a pas un élément qui nous permet aujourd'hui, qu'on a trouvé aujourd'hui, pour matcher et dire, ok, il y a des questions de radicalité géographiquement construites. Ceci dit, on vient de finir le programme violence et radicalité militante, et on compte faire un programme violence et radicalité politique, et on est allé embaucher 3 géographes pour travailler avec nous là-dessus, en espérant qu'ils seront plus malins que nous et qu'ils arriveront mieux en travaillant sur ce qu'on va faire ensemble à trouver cette clé-là. On espère. Très bien. Une deuxième question peut-être, madame? Je voulais savoir, oui, si la montée de l'extrême droite n'est pas liée à une sous-représentativité du parti, en fait, dans les institutions politiques, et le lien avec le mode de scrutin, justement, qui ne représente pas cette partie de la population qui revendique, justement, les principes de ce parti, en fait. Donc, le lien avec le mode de suffrage, en fait. Ouais. Alors, le mode de suffrage, ça importe, mais pas que. Regardez la vague poujadiste dans les années 50. Elle emporte tout ce qui est à l'extrême droite. Il y a à l'époque un compromis nationaliste qui s'est monté, qui s'appelle le Rassemblement National, qui est balayé par la vague Poujade. La vague Poujade, donc, amène quasiment une 60aine de députés à l'Assemblée nationale, avec un système électoral qui, à l'époque, est un système, disons, plus largement représentatif que celui qu'on a aujourd'hui, qui vous permet plus aisément d'accéder au poste de l'Assemblée nationale, et elle est balayée par l'arrivée du général de Gaulle. Elle est complètement balayée parce que l'offre politique est satisfaite, la demande politique est satisfaite. Il y avait une demande d'autorité que va savoir parfaitement utiliser le général de Gaulle. Notre système institutionnel contient effectivement les extrêmes droites très largement sur la marge, parce que 50% plus une voix sur l'élection reine présidentielle, c'est effectivement quasiment infaisable pour eux. Idem évidemment sur les élections parlementaires, qui sont beaucoup plus difficiles pour ces partis-là. Est-ce que par contre, ça peut, comme le pose votre question, nourrir le vote pour eux? Alors je vous dirais oui et non. Ce qui évidemment n'est pas une bonne réponse, mais je vais faire ce que je peux. Disons que le vote à l'extrême droite est un petit peu particulier, et sans offenser personne ici, on peut le rapprocher dans un élément de sa structure du vote pour le Parti communiste dans les années 70.
C'est-à-dire que c'est un vote qui est un vote de lobbying. C'est pas un parti, c'est un parti lobby. Regardez le PCF, regardez le FN. Le PCF des années 60-70, je vous rappelle que le Parti communiste français n'abandonne le dogme de la dictature du prolétariat, et donc l'instauration, le fait de balayer la République et les règles de démocratie représentative, qu'à son congrès de 78. Pendant ce temps-là, quand le Parti communiste français fait 25% des voix, est-ce qu'il y a 25% des Français qui veulent la dictature des soviets en France? Je crois qu'on peut être raisonnable et dire que non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une amélioration de leurs conditions de travail, ils veulent une amélioration de leur salaire, ils veulent du respect de leur patron. Et ils l'obtiennent. Ils l'obtiennent quand ils votent PC, bien souvent. Ils l'obtiennent par un rapport de force politique, ça crée de la redistribution sociale. Qu'est-ce qui se passe depuis que le Front National a émergé sur la scène électorale en 1984? Changement de majorité, changement de loi sur l'immigration. Chaque bon score du FN, la nouvelle majorité nous dit « Nous avons entendu le message des Français, c'est fini le laxisme, on va faire une nouvelle loi ». C'est-à-dire que le vote, pour ce que j'appelle des partis lobby, crée de l'effet législatif sans même leur donner le pouvoir. Et les électeurs ne sont pas des gens stupides, ils savent utiliser ce genre de signaux. Si vous considérez que le problème central de la France aujourd'hui, c'est la question de l'immigration, il est tout à fait rationnel de voter FN, même si vous savez que vous n'aurez pas de députés, et même si à la limite vous n'en voulez pas, parce que vous savez que ce message est entendu par les gouvernements. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit par colère et désir de représentation que ça nourrit le vote. Par contre, je crois qu'effectivement, c'est un vote de lobbying, et qu'en soi, nos contemporains et nos concitoyens sont assez rationnels là-dessus. Une autre question ? Actuellement, en pratique, concernant Zemmour et Madame Le Pen, quelles familles d'extrême droite ils sont, quelles sont leurs principales idées, et quel soutien risquent d'avoir, quelles idées ils peuvent défendre l'un et l'autre, de préférence. Alors, c'est une bonne question. Bien comprendre d'où vient Madame Le Pen pour comprendre où va Monsieur Zemmour. Ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Front National, ça naît à un moment très précis, cette stratégie. Alors moi, je n'aime pas cette formule, je vous dis dédiabolisation, je l'utilise pour qu'on discute. Ça naît le 1er mai 2002. Ça naît le 1er mai 2002 parce qu'il y a 1 million de Français qui défilent contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Il y a toute une partie de l'encadrement du FN qui tombe des nues et qui disent « mais ils sont aussi nombreux à nous détester, mais ils sont aussi nombreux à croire qu'on est des nazis ». Et il y a vraiment plein de cadres au FN qui sont, comment vous dire, sincèrement choqués et qui se disent « mais on ne peut pas continuer à dire que c'est de la faute des médias, ça vient aussi de nous ». Il y a toute une réflexion intérieure qui est créée dans cette espèce de choc du 1er mai, puis de la tarte qu'ils prennent au second tour. Et résultat, 2 éléments sont ciblés, 2 écueils sont ciblés en disant c'est les 2 choses qui nous plombent. Primo, tout ce qui est référence ambiguë à la Seconde Guerre mondiale, propos négationnistes, formules antisémites. Tout ce champ-là. Le deuxième champ, tout ce qui a trait... Alors ça, c'est plutôt Jean-Marie Le Pen, bien évidemment, qui est le boulet en la matière pour eux. Et le deuxième champ, c'était ce qu'avaient porté les maigretistes. C'est-à-dire toute la focale sur un nationalisme défini par l'ethnicité, un nationalisme ethnique, l'obsession pour les questions de la race et les provocations autour de ça. Donc Marine Le Pen et ses équipes se disent c'est les 2 écueils dont il faut absolument sortir si on veut, d'une part, que les gens arrêtent de nous détester, et d'autre part, faire réellement de la politique, arriver à agir dans la politique. Et ensuite, donc, ça tombe bien, elle va savoir utiliser le néopopulisme, j'évoquais ça tout à l'heure, du national-populisme. Son penchant très étatiste va l'amener en fait à évoluer sur ce que j'ai pu appeler un souverainisme intégral, où toute question qu'on lui pose pendant toutes les années Marine Philippot, à toute question, la réponse c'est la souveraineté. Et c'est en matière culturelle, en matière démographique, en matière économique, sur toute chose. Ça devient vraiment un souverainisme intégral. Jean-Marie Le Pen était moins souverainiste. Dans la presse du FN au début des années 80, on défend la possible création d'une monnaie européenne.
en considérant que, ma foi, oui, ça peut être un instrument économique intéressant. Hein, c'était beaucoup moins bloqué, souverainiste. Donc, elle évolue vers ça. Il y a eu un retour au national-populisme parce que la question de l'euro a fait perdre les seconds tours des départementales, des régionales et de la présidentielle. Donc, au bout d'un temps. Hein. Et quant à M. Zemmour, ce qui est formidable avec lui, c'est que c'est une espèce de machine à remonter le temps, parce qu'il nous ramène au compromis nationaliste d'avant 99, mais également à ses idées, parce que les provocations de M. Zemmour, c'est celles ciblées par les équipes de Mme Le Pen et Mme Le Pen en 2002. Exactement. C'est les provocations sur la Seconde Guerre mondiale, c'est les provocations sur l'ethnicité, c'est les provocations sur la race. Le tout avec un programme libéral, c'est Bruno Maigret. C'est tout simplement Bruno Maigret, Éric Zemmour aujourd'hui. Il n'y a pas, c'est la poursuite aujourd'hui, l'aventure d'Éric Zemmour, c'est l'aventure qui existe autour de Bruno Maigret, tous les radicaux qui convergent, mais également des gens beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus notables, une idéologie plutôt libérale en matière économique et par contre, très dur sur les questions de l'ethnicité, de la dénonciation du métissage, etc. Un fond darwiniste social très important qu'on retrouve chez M. Zemmour. Moi, je suis allé l'écouter en conférence il y a 1 an et demi. À un moment, il expliquait que les Français étaient des Indiens qui allaient finir dans leurs réserves, puis qu'ils disparaîtraient s'ils n'étaient pas capables de se battre, et que s'ils ne se battaient pas, ce serait bien fait pour eux. Vraiment un darwinisme assumé jusqu'au bout, y compris pour ce qui serait son propre camp. Donc c'est vraiment cette ambiance-là que l'on retrouve, et bon, qui à mon humble avis fait qu'il y en a une qui va gagner contre l'autre. Hein. Très bien, une autre question ? Oui, bonjour. C'est une question tout sauf scientifique et presque morale. J'ai lu l'article dans Le Monde sur le vote Zemmour à Antibes, où ils allaient interviewer des personnes extrêmement privilégiées, dans un environnement extrêmement privilégié, et qui sont tentés, qui le disent d'ailleurs, qu'ils voteraient Zemmour, enfin maintenant ils voteront Zemmour. Et on se demande, qu'est-ce qui les emporte vers ce mode de scrutin, plutôt vers ce vote. Enfin, presque c'est immoral. Ils ont bénéficié de tous les avantages que la société a pu leur apporter. Ils ont des retraites en or. Voilà. Et on se dit, mais qu'est-ce qui leur fait peur? Enfin, c'est irrationnel. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment le scientifique que vous êtes peut répondre à. Alors, c'est vrai que c'est les seniors bourgeois, en gros, qui sont la clientèle de base du zémourisme. C'était la clientèle de ces émissions, hein, selon les indications de l'Institut Médiamétrie, et c'est aussi la clientèle dans ces sondages, pour l'instant, évidemment, on n'en est qu'au sondage. Alors, c'est vrai qu'on a un durcissement dans ces milieux-là. On peut dire c'est des vieux cons, si on veut. Mais si on essaye d'aller plus loin. On a un durcissement, mais qui est un durcissement assez au long cours. Alors d'abord, j'ai pas beaucoup parlé de la bascule de 2015. Il faut comprendre que toute la société française a basculé en 2015. Par exemple, quand on parle des groupes d'ultra-droite qui sont démantelés, justement de M. Zemmour, ils ont repris l'idée qu'il martelait en 2015, que les attentats de 2015, c'était la 3e mi-temps de la guerre d'Algérie. Si vous comprenez pas qu'il y a autour de vous, dans la société française, une partie des gens qui sont en train de revivre la guerre d'Algérie, ça veut dire que vous ne comprenez pas la société dans laquelle vous vivez. Je vous le dis franchement, parce qu'en particulier dans les milieux où on est là, chez les gens de gauche, il y a quand même une capacité à l'aveuglement sur ce type de questions qui fait que je vous adore, mais c'est ce qui est en train de se passer dans la société française. Hein. Sur la question de l'islam, on a un durcissement qui est continu chez les CSP+. On a vu un sondage de 2012 qui nous montrait très clairement que l'hostilité à l'islam était nettement plus élevée chez les CSP+, que chez les ouvriers. On a eu en particulier un sondage absolument incroyable fait par l'IFOP, que vous pouvez retrouver sur son site. Vous savez que les notices de sondage, vous pouvez toujours les retrouver sur le site des instituts, si vous voulez. Vous avez la ventilation sociologique, l'âge, le sexe, etc. Un sondage après l'attentat de Magnanville, on demande aux gens si demain, après un attentat djihadiste, il y avait un attentat de représailles contre des musulmans. Que penseriez-vous ? 10% de gens vous disent, ils approuvent. On se dira, 10% de sales types, c'est le minimum dans une société. En général, même. Bon. Ce qui est intéressant, c'est pas les 10% qui approuvent d'emblée. Ce qui est intéressant, c'est le quart qui dit qu'il approuve pas mais qui comprend. Et ce quart qui, pas en situation, mais déjà prêt
à comprendre des attentats contre des innocents, il est plus marqué, nettement plus marqué chez les CSP+. On a une crispation sur la question de l'islam qui est beaucoup plus forte. Autant, dans les années 90, on a vu une grosse prolétarisation du vote FN, qui fait que ça avait dégagé cette image que c'était une question de prolo, plus ce skinhead des années 80, c'était des prolos, etc., et qui fait que les classes moyennes et supérieures se donnaient bonne conscience en se disant que la bourgeoisie, que le racisme, c'était une affaire du prolétariat. Ce qui est devenu très clair depuis quelques années, c'est que la question de l'islamophobie est une question extrêmement marquée dans les classes moyennes et classes moyennes supérieures. Et qu'elle est quelque chose qui fait sauter le verrou sur non seulement la critique de la société multiculturelle, mais vous aurez pris garde que je disais à chaque fois la société multiethnique. C'est bien évidemment ça qui est ciblé, pas la société multiculturelle. Quand on parle de grand remplacement, on parle bien de l'ethnicité. On parle de ce que l'on voit, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est un constat, disent-ils. C'est donc bien la question de la société multiethnique. Or, il s'avère que nos classes moyennes et supérieures sont beaucoup moins imperméables qu'elles ne l'ont raconté pendant longtemps à ces problématiques-là. Très clairement, et c'est tout simplement aujourd'hui avec Zemmour cette capacité à ce que le roi soit nu, parce que tout simplement il le dit avec les codes qui sont les codes de ce milieu social. C'est certain. Marine Le Pen, vous savez, fait moins aux 2 dernières présidentielles que son père faisait en 88, en remontant dans le temps, dans les catégories intellectuelles. Les catégories intellectuelles, c'est les enseignants, les chercheurs, les journalistes, etc. Et elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Le style de Jean-Marie Le Pen, plus érudit, avec un français plus élégant, malgré toutes ces provocations, il matchait mieux dans les CSP+, que Marine Le Pen, qui a pourtant un discours plus modéré. On retrouve un peu la même chose avec M. Zemmour. Il a les codes de la maison. Bien. Une autre question? Oui. On va vous amener le micro. Oui, merci. On a parlé de Zemmour, on a parlé de Marine, mais on ne parle plus de Marion. Disparue. Parce qu'elle était quand même très attractive pour une partie de la jeunesse. Oui, mais je crois qu'elle aura... qu'elle me pardonne de ne pas connaître sa date de naissance par cœur. Je crois qu'elle aura 32 ans en 2027. Je crois qu'elle aura 32 ans en 2027 de mémoire. Vous savez, le Front National n'est pas prenable. Le Front National n'est pas... Déjà, dans les partis, on sait que c'est un petit peu délicat. Il y a sans doute... On a la LDH. En général, la LDH, il y a des gens qui sont aussi proches du Parti Socialiste. On se souvient tous de certains congrès du Parti Socialiste, des désignations du Parti Socialiste. On était dans Astérix en Corse avec les urnes. Donc, c'est pas si simple que ça. Dans le Front National, en particulier, on ne peut pas s'opposer au président du Front National, au sein du Front National. La seule possibilité de se débarrasser de Marine Le Pen, c'est bien évidemment qu'elle fasse une très mauvaise 3e élection présidentielle. Marion Maréchal Le Pen aurait bougé un orteil avant le soir du second tour de cette année, elle aurait juste montré qu'elle était complètement idiote, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de créer le rapport de force. Elle n'est pas complètement idiote, cette femme, on ne peut pas lui en faire le reproche. Le système de désignation, de prébande, de façon dont vous passez les circos gagnables ou pas, etc., au FN, fait que le président tient tout. Donc, il faut attendre que Marine Le Pen se tue toute seule pour prendre le parti, ou vraiment tenter un blitzkrieg, mais à un moment d'extrême faiblesse. Aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de prendre le parti à Marine Le Pen. Très clairement, moi j'étais au congrès aussi du FN, dire l'appareil est tenu, quoi. L'appareil est tenu malgré tous ses défauts, malgré tous ses trous dans la raquette, mais en tous les cas, il y a bien les hommes de Marine Le Pen qui sont aux bonnes places, etc. Donc Marion Maréchal Le Pen est juste une jeune femme rationnelle qui, je crois, de mémoire, que donc elle aura 32 ans en 2027. Pourquoi diable elle est dans une guerre qu'on va perdre quand on peut la gagner simplement, quoi. Oui. Votre analyse des différentes formes d'extrême droite peut-elle vous conduire à donner une réponse à la question: est-ce que les potentiels électeurs de Marine Le Pen et les potentiels électeurs de Zemmour, comme le montrent les sondages, est-ce que c'est facilement reversable l'un sur l'autre?
Est-ce que s'il n'y en a qu'un seul, tous les autres se regrouperont facilement sur l'autre? Alors, ça, c'est les additionner. Ça, c'est une super question parce que c'est la question absolument centrale. Le Front National a perdu tous ses seconds tours ces dernières années, tout simplement parce qu'il lui manque les seniors, les CSP+. Or, la seule catégorie sociale en France qui vote à plus de 50% à tous les tours, à tous les scrutins, il y en a une seule, c'est les seniors. Si vous n'avez pas les seniors, vous gagnez pas une élection dans ce pays. Ça explique d'ailleurs beaucoup de choses à votre état, la jeunesse en haut. Parce que vous êtes absolument pas bankable électoralement. Donc, ça marche comme ça. Le résultat, c'est la question centrale. Est-ce qu'Éric Zemmour peut ramener les seniors et les CSP+, à Marine Le Pen? Et un Zemmour à 8%, et une Marine Le Pen à 18%, qualifiée pour le second tour, est-ce qu'il aura acclimaté au vote à l'extrême droite ces gens-là? Est-ce qu'il pourra les amener dans une corbeille pour le second tour pour construire effectivement une plus grande assise électorale? Et ça, comme ça n'est absolument jamais arrivé, comme tout le monde a toujours échoué à construire une machine électorale à côté du FN, il y a eu des tonnes de tentatives, il y a eu Espace Nouveau, il y avait le PFN à la fin des années 70, il y a eu plein de tentatives de faire du Front National sans la famille Le Pen. Ça s'est toujours planté. Mais on n'a jamais été dans cette configuration-là, avec un groupe de presse en soutien, bien évidemment un candidat complètement acclimaté, qui vend 2 million d'exemplaires de ses livres, quelque chose de phénoménal. On va voir. Par contre, là, on peut pas en savoir, parce que pour faire un pari, il faut quand même avoir un minimum d'éléments de comparaison, et là, sincèrement, on n'en a pas. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Où va-t-on retrouver ces gens-là après le premier tour? Est-ce qu'ils retournent un petit peu penauds aux Républicains? Madame Pécresse représente une ligne de droite tout de même à assumer, je veux dire, qui est crédible pour un électeur de droite. Est-ce qu'il retourne voter Pécresse en lisant le Figaro et en se disant j'ai exprimé ma colère et maintenant tout va bien, c'est fait, quoi. Un peu comme des électeurs de gauche votant Besancenot en 2002, vous voyez, et qui rentrent à la maison ensuite. Ou est-ce qu'au contraire ils sont clientélisés sur le parti Reconquête et celui-ci continue son aventure? Malin qui le dira, et serait présomptueux de faire des pareils en public là-dessus. Alors, Marine Le Pen a quand même un socle dans les catégories populaires qui est un très beau socle, avec des gens qui votent pour elle d'élection en élection, qui, lorsqu'ils sont interrogés sur ses qualités ou ses défauts, sont quand même extrêmement positifs, etc. Elle a quand même un beau socle. Alors je sais bien que les socles peu fondent, personne n'aurait imaginé que le Parti Socialiste finirait à 6% il y a 10 ans, etc. Bien évidemment qu'il y a des bascules dans l'électorat qui peuvent exister, mais tout de même, là, ça me paraît un petit peu difficile d'imaginer ça. Après, on peut pas faire de prophétie, peut-être que c'est ce qui va arriver, j'en sais rien, mais ça me paraît quand même très difficile à envisager, sincèrement. Une nouvelle question? Oui, vous l'avez un peu dit au fur et à mesure dans vos différentes réponses et interventions, mais est-ce que vous pourriez nous donner un peu des portraits robots des différents segments qui votent pour l'extrême droite? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur l'extrême droite, mais au niveau européen? Et comment est-ce qu'ils avancent ensemble ou pas? Alors ils avancent mal, il y a des tentatives de fédération des extrêmes droites à l'échelle européenne. Alors dès l'entre-deux-guerres, avec les comités pour l'universalité de Rome montés par Mussolini, mais c'est pas bien sérieux. Il y a aussi dans l'entre-deux-guerres l'entente internationale anticommuniste, etc. Différentes tentatives de choses comme ça. Ça devient plus sérieux dans les années 1950, avec des tentatives de création d'organisations qui sont en général à dimension transatlantique. Il faut bien voir que quand ces dernières années, d'un coup d'un seul, tout le monde s'excitait sur l'importation des choses des États-Unis en Europe, la scène transatlantique, elle date des années 1950. Elle est vraiment établie dans les années 1950, avec des internationales très faibles, en particulier parce que les Français, ils sèment le chaos. Et puis parce que le Franco c'est des internationales menées par l'ancien collabo très largement, et ils voudraient avoir que des bases en Espagne, évidemment, pour simplifier leur vie, mais Franco et la CIA leur mettent des bâtons dans les roues, parce qu'ils considèrent qu'ils sont des facteurs d'instabilité, donc ça prend pas bien. Et puis parce qu'ils ont toujours du mal à passer les greffes entre nationalistes, il y a plusieurs internationales européennes qui sont créées, et où par exemple les Autrichiens et les Italiens se disputent à propos du Sud-Tyrol ou Adrige, est-ce que c'est le Sud-Tyrol,
moi? Est-ce que c'est le Hadrich? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est à moi? Bref, c'est compliqué. Le Front National lui-même, à l'échelle des partis européens, a créé plusieurs internationales consécutives, très disparates. On en a une à un moment, par exemple, on avait aussi bien des néofascistes avec des perspectives politiques racistes d'une Europe fédérée jusqu'au Pacifique, incluant la Sibérie, que des partisans de l'Europe des nations. Il y a aujourd'hui une tentative de plateforme plus souple, peut-être plus pertinente, résultat et plus efficace à manier, c'est pas impossible. Mais il reste quand même des difficultés. Les parlementaires d'extrême droite au Parlement européen sont ceux qui votent le moins en commun sur les votes, qui ont le plus de difficultés à ce que les Français, les Espagnols, etc. votent d'une seule position. La seule fois où ils ont un taux à plus de 90% de votes communs, c'est pour les questions qui impliquent les relations de l'Union européenne et de la Russie, avec évidemment un pro-russe très très fort, qui fait que là, ils soutiennent la Russie dans ces cas-là. Mais vous voyez, sur le reste, ils peinent. C'est donc une longue et complexe histoire, cette question des relations. Sur la question des segments, on a une progression chez le vote des femmes, bien sûr. On a la progression très nette sur le plan confessionnel chez les Français juifs, qui a été très très forte, qui est des plus fortes. Elle a été le triple entre 2012 et 2017, celle de l'ensemble de la population. On a bien évidemment ce socle très très marqué chez les jeunes hommes peu diplômés, ça c'est absolument certain, même si Marine Le Pen a fait vraiment des bons spectaculaires sur ce qu'on appelle le gender gap, le gouffre entre le vote entre les hommes et les femmes, où vraiment à l'époque de Jean-Marie Le Pen, le gap est absolument fantastique, très peu de femmes votent pour Jean-Marie Le Pen, et là c'est vrai que Marine Le Pen a été assez talentueuse en la matière. On a vu également une belle polarisation évidemment chez les gays. Tout ça, c'est les effets du néo-populisme, c'est intéressant, les femmes, les juifs, les gays, vous voyez que ça a quand même des effets tout à fait actifs dans la pratique. C'est des gens qui votaient très peu FN, et où aujourd'hui, il y a vraiment de beaux résultats qui sont enregistrés. Il y a donc bien une adaptation, y compris dans la sociologie électorale, à cette extrême droite du XXIe siècle, à cette droite néo-populiste. Oui, bonjour. Je voulais vous interroger sur une question qui se voit des fois dans la presse. Que pensez-vous de la théorie qui dirait que le Front National, le Rassemblement National, a pris la place du Parti communiste? Est-ce que vous avez eu écho de cadres du Parti communiste qui sont passés au Front National? Ici, on a eu José Évrard, qui a été élu député du Pas-de-Calais, qui a été secrétaire fédéral du Parti communiste pendant 20 ans. Et est-ce que vous avez eu d'autres transfuges comme ça ou enfin, voilà, c'est la question, les relations. Est-ce que le parti du Front National du Rassemblement National a pris la place finalement du Parti communiste? Est-ce que vous avez pu voir des choses là-dessus? Alors, en fait, je répondrai en divisant votre question en deux, si vous le voulez bien. La différence entre les personnes, des gens qui ont été par exemple membres, cadres, élus du Parti communiste, etc., et la question des électeurs. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose. En ce qui concerne les électeurs du Parti communiste, qui auraient pu effectivement passer au Front National et faire que le FN devienne en gros le nouveau PC. En fait, c'est une erreur d'optique qui a été corrigée par des travaux que je n'ai pas fait moi, c'est Florent Gougou. En fait, la prolétarisation du vote FN, d'accord, bon, elle est vraiment marquée, elle est la présidentielle de 95, elle s'entame en 88. Et dans la classe ouvrière, qui se met à voter pour le Front National, c'est là où ça va naître tous les discours sur ils votaient PC, et maintenant ils vont se mettre à voter FN. C'est à ce moment-là que, justement, on voit ces transferts de vote dans la classe populaire d'un coup d'un seul, un survote vers la candidature Le Pen, on se dit ça. En fait, c'est des électeurs primo-votants, donc des jeunes qui votent pour la première fois à la présidentielle, qui ont 18-20 ans, dont la famille votait à droite, qui eux vont voter à l'extrême droite. Et c'était le prolétariat de droite, qui a toujours été important en France, parce que on a toujours ce problème dans le discours quand on parle du prolétariat, à considérer que sous prétexte que le Parti communiste français disait qu'il était le parti du prolétariat, c'est pour de vrai. Ben non, évidemment, c'était pas pour de vrai. Tiens. Et il y a toujours une bonne partie du prolétariat en France qui a voté à droite. Et c'est la génération d'après, donc à partir de 88, qui elle se décale d'un cran à droite et qui va aller voter à l'extrême droite. Et au fur et à mesure, bien évidemment, on a une stratification qui se fait, puisque depuis 88, des primo-votants et des jeunes, il en est passé quelques-uns sous les ponts, et qui vont nous constituer cette classe ouvrière lepéniste. Mais donc, c'est une classe ouvrière lepéniste qui vient peu du PC, qui vient plutôt de l'électorat ouvrier RPR. C'est plutôt cela. En ce qui concerne les cadres, on a évidemment des éléments, mais en même temps, je pourrais vous dire, tel cadre qui vient des Républicains,
tel gars qui vient du Parti Socialiste, il y a des cadres du PS, il y a des gens de tous les partis qui viennent au FN, parce que le FN a très peu de cadres, est grand ouvert, si vous voulez y aller demain, vous aurez peut-être une place éligible, de manière pas très compliquée, donc c'est très facile. Donc là, on arrive à une question qui est, les hommes sont faibles, le carriérisme. Le Front National est un des endroits le plus faciles pour faire carrière en politique en France. Il manque d'éléments et d'éléments formés. Quand vous arrivez, que vous êtes quelqu'un de formé, c'est super, quoi. Si en plus vous venez de la gauche, ça donne un petit côté élégant, Rassemblement national, au-delà des clivages, c'est plutôt sympa. Donc ça se fait assez aisément, assez facilement. Mais donc la question de ces transferts d'individus sont pas des transferts électoraux. Parce que ça correspond pas aux masses, c'est pas les mêmes choses. Et tout à l'heure, je disais extrême droite, organicisme, relations internationales. En gros, l'extrême gauche, c'est quoi? Marx nous dit que le premier parti communiste dans l'histoire, c'est la conjuration des égaux de Gracchus-Babeuf durant la Révolution française. Donc, le but du jeu, c'est quoi? C'est la socialisation des moyens de production. Et puis Engels nous dit ainsi, c'est la première dictature du prolétariat, parce qu'il s'est quand même pas beaucoup expliqué ce qu'était la dictature du prolétariat. Hein. La première dictature du prolétariat qui s'est faite dans l'histoire, c'est la Commune de Paris. Donc la Commune de Paris, on est dans l'autogestion, d'élections directes, etc., sans représentativité. Donc en gros, je prends Marx, je prends Engels, l'extrême gauche, c'est des gens qui sont contre la démocratie représentative et pour un bénéfice de système de gestion directe, et pour la socialisation des moyens de production. Ça me fait 2 items, c'est pratique. Il est bien certain que de passer de ça à l'organicisme et les relations internationales, c'est une transformation complète de la part de l'individu. La seule chose dont on peut être certain, c'est que quand quelqu'un passe de l'extrême gauche à l'extrême droite, ou si d'aventure un jour ça arrivait dans l'autre sens, il nous disait c'est pas moi qui ai changé, c'est le monde, ce qu'ils nous disent en général, ce sont tout simplement des menteurs pour les gogos. On ne peut pas passer de l'un à l'autre et dire je vais pas changer. Une autre question? Ouais, bonjour. J'espère que ma question n'entraîne pas de redite parce que j'étais pas là au début de la conférence. C'est une question qui porte sur le discours d'extrême droite, et notamment sur la notion de décadence qui est omniprésente dans l'histoire de l'extrême droite. Je me demandais quelle est l'évolution de cette notion depuis le début des années 70, notamment avec le passage de Le Pen père à Le Pen fils. Et est-ce que Éric Zemmour incarne un peu un retour de cette notion de décadence à l'extrême droite? Non, mais la décadence est consubstantielle. Alors vous êtes arrivé en cours. Au début, je disais la première apparition du terme dans les années 1820, elle est sur cette question-là de la colère face à la décadence qui va amener à la révolution. Donc vous voyez, dès les années 1820. Cette question, elle est absolument consubstantielle. Il y a un rapport au temps qu'un rapport particulier à l'extrême droite. Il y a bien cette angoisse d'un temps qui est en train de nous amener profondément au déclin. Ce qui fait d'ailleurs, quand on parlait aussi tout à l'heure de la montée des violences à l'échelle internationale, c'est bien parce qu'il y a l'idée qu'on est sur un moment de bascule depuis les attentats de 2015. Les attentats de 2015, pour tous les gens radicalisés, qu'ils soient radicalisés violents ou radicalisés idéologiques, ce qui est clair, c'est que les attentats de 2015 et la crise des réfugiés de 2015, c'est un seul et même phénomène. C'est le djihad qui est là, et qui fait que, effectivement, tout match d'un coup, et qu'on est au moment de bascule, soit l'Europe est détruite, soit elle réagit. Soit elle réagit, ceux qu'on appelle les accélérationnistes disent il faut réagir par le terrorisme, et puis bien évidemment d'autres resteront des gens plus mesurés qui penseront qu'il faut agir électoralement. C'est une question fondamentale qui est extrêmement importante. Mais donc ce rapport au temps décadentiel est très très important. Il a toujours été dans l'histoire des extrêmes droites. Ça passe aujourd'hui aussi par l'idée d'une décadence de l'espace qu'on voit moins. C'est-à-dire que si on discutait un petit peu des années 30-40, vous verriez, si on parlait de l'utopie fasciste ou de l'utopie nazie, on est bien sur la question de la création d'empires intercontinentaux avec une sortie du temps, un Reich de Milan intercontinental, etc. Il y a une extension du temps et de l'espace. Aujourd'hui, bien au contraire, on est sur les idées, on a beaucoup parlé dans la presse du survivalisme, de choses comme ça, c'est la création de petites communautés. Il faut créer des petites communautés blanches qui pourront survivre durant le chaos. Et donc on est sur un temps qui s'est complètement réduit et sur un espace qui s'est complètement réduit. Parce que cette idée de décadence est effectivement un moment où elle submerge la totalité de l'imaginaire extrême droitier. Alors, on pourrait parler 8 heures là, cher monsieur. Alors, j'ai une question très, très rapide, Nicolas. En fait, hein, tu viens de l'évoquer très rapidement, mais si tu pouvais nous dire 2 mots du courant accélérationniste en termes de mode opératoire, de structuration internationale, parce que je pense que c'est pas très connu du grand public et ça vaut la peine, voilà, peut-être d'expliquer un peu ce dont il s'agit.
Oui, bien sûr, tu as raison. Bon, pardon, c'est vrai que j'ai utilisé le truc sans définir. La mouvance accélérationniste, elle émerge en gros en 2016 à partir d'un forum internet qui s'appelle Iron March, la marche de fer, avec des gens essentiellement occidentales, Europe, États-Unis, forte présence américaine, c'est un forum américain. Ça va d'abord donner un groupe américain qui s'appelle Atom Weapon Division. Donc la division, bref. Le Atom Weapon Division, c'est un groupe donc accélérationniste. L'idée, c'est d'accélérer la guerre raciale. La société multiethnique amène au chaos racial. Le chaos racial amène à la guerre raciale. La submersion par les Noirs aux États-Unis ou par l'invasion migratoire, crise des réfugiés 2015, etc., de l'Europe en 2015, fait que les Blancs vont perdre, sauf si on accélère le processus. Les Blancs peuvent survivre si on fait des massacres dans les populations allogènes, les Noirs, les Arabes, parce qu'ils vont faire des représailles et qu'on va aller sur un éveil des consciences raciales chez les Blancs, qui vont être obligés de se battre. Et donc, en tant que race, ils auront la possibilité de survivre. Au départ, les accélérationnistes donc, sont américains, et rapidement, il va y avoir des cellules d'Atom Weapon Division dans 23 États aux États-Unis. À partir de 2017, on va commencer à les retrouver dans les pays scandinaves, et puis au fur et à mesure, ils vont passer un peu partout avec le même bouquin qui est leur Bible, si j'ose dire, que les chrétiens me pardonnent, je cherche un autre terme. Pardonnez-moi le terme. Bon, leur Bible, Siège. Et alors, Siège a été traduit en 2019 en France, qui fait qu'on s'est dit que ça allait commencer à être contrariant. Et effectivement, on voit les accélérationnistes s'installer un petit peu partout. Brenton Tarrant, le terroriste de Christchurch qui a fait 51 morts, était un accélérationniste. Il explique dans son manifeste, pour accélérer le chaos racial, il conseille même par exemple de voter à gauche. Il dit voter à gauche pour les partis pro-immigration. Il faut absolument que tout ça explose dans tous les sens. Il y a eu 4 accélérationnistes qui ont été arrêtés pour des projets terroristes le mois dernier en France, 2 qui voulaient faire un attentat 3 jours avant le premier tour, et d'autres qui voulaient faire des attentats mais plus tôt. Un des accélérationnistes sur une boucle Telegram écrivait votez Marine Le Pen. Alors pardonnez-moi les termes, ça fait chier les bicots. Votez pour Méluche, ça fait chier les youtres. Dans cette idée qu'effectivement on va provoquer des tensions dans les communautés, qu'il s'agit de les opposer. Après, Franco Freda, qui était le grand leader intellectuel du terrorisme italien dans les années 60-70, disait le programme c'est le terrorisme. Les accélérationnistes sont pareils. Le programme c'est le terrorisme. Il y a une esthétique très partagée. Partout dans le monde, les accélérationnistes utilisent le foulard de Call of Duty, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment un objet de la pop culture qui a été complètement réutilisé ainsi dans des jeux vidéo, mais c'est très classique. La popularité du soleil noir, qu'on voit souvent, vous savez, cette espèce de rune. Alors certes, c'est Himmler qui l'a fait graver durant l'entre-deux-guerres, mais elle a été popularisée par les jeux vidéo dans les années 90, et vous l'avez, le soleil noir, sur la couverture également du manifeste de Christchurch, de Tarrant, ce fameux manifeste, le grand emplacement, vous avez le soleil noir dessus, mais ça a été popularisé par les jeux vidéo. On est donc là-dessus, il y a cette esthétique, il y a un élément qui passe pas en France, qui est pour l'instant, qui est le satanisme, qui est passé très fortement chez l'Atom Weapon Division, qui s'est rebaptisé au sud des arrestations, parce qu'ils ont eu pas mal d'arrestations, parce qu'ils ont fait une dizaine de meurtres. Donc forcément ça entraîne des arrestations, etc. Donc résultat, ils se sont formés, ils s'appellent aujourd'hui l'Ordre National Socialiste, histoire d'être un peu plus politiquement correct. Chez eux, il y a cette dimension sataniste. Elle est très bien passée en Grande-Bretagne, elle passe un petit peu dans les pays nordiques, elle passe pas en France. On avait déjà eu des tentatives, il y a des néo-nazis satanistes aux États-Unis depuis les années 50. En France, on a juste eu un petit groupe au début des années 90 qui a fait la profanation du cimetière de Toulon. C'est pour ceux qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, une profanation complètement dingue, avec une pauvre femme qui a été déterrée, on lui avait défoncé le thorax avec un crucifix, la tête, etc. Bref, n'importe quoi. Et un brave abbé qui a été tué de 33 coups de couteau. Donc c'est 2 crimes qui ont été faits par un tout petit groupe, mais ça c'est dans les années 90. Et actuellement, dans les produits accélérationnistes qu'on voit en France, et ce qui se diffuse, on a des choses très très violentes, un appel vraiment très clair à faire des massacres dans les mosquées, à faire des massacres. J'ai lu l'autre jour un truc où il y avait partout sur les pages mort aux juifs en très grand, etc. pour scander les textes. C'est assez vigoureux, mais il n'y a pas cette dimension sataniste qui ne correspond pas à la société française, qui est trop sécularisée. Mais les accélérationnistes, c'est ce que craignent tous les services de renseignement aujourd'hui comme nouvelle menace.
c'est tout à fait sérieux avec des choses complètement déconcertantes, puisqu'on a par exemple découvert l'année dernière que la figure du commandeur, qui était la figure du milieu accélérationniste dans les pays scandinaves, qui était un type, on connaissait que le commandeur sur Internet, mais qui avait une aura internationale. Atom Weapon Division lui avait proposé de devenir le chef d'Atom Weapon Division pour toute l'Europe qui fusionne, etc., qui était vraiment un type qui avait un bel écho sur les réseaux sociaux, les boucs Telegram accélérationnistes. On a fini par découvrir que c'était un gamin de 13 ans. Et il connaissait Siège absolument par cœur. Il connaissait les modes d'emploi pour faire des molotovs comme des bombes. Il avait appris tout ça par cœur sur les réseaux sociaux. Mais quand les flics ont débarqué, c'était un gosse de 13 ans. Et ça, c'est des trucs complètement neufs. Ça, je peux vous dire, ça fait 25 ans que je suis sur ce sujet. L'histoire de gosse de 13 ans arrivant à avoir une aura planétaire, c'est la première fois qu'on me le fait, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose de très neuf, qui a l'air complètement ridicule, facilement vu de loin, comment ça, des types avec des masques de Call of Duty, plus ou moins satanistes, ça fait mauvais épisode de mauvaises séries télé, on se dit non, ça peut pas faire une question sérieuse, mais si ça fait une question très sérieuse, si ça vous intéresse d'aller voir ça, sur Internet, vous trouverez gratuitement sur le site de l'Académie de West Point, vous avez tous entendu parler de l'Académie de West Point dans des films américains, dans les séries américaines, 2 dossiers sur l'accélérationnisme des mois de juin et juillet dernier. C'est aujourd'hui considéré comme une menace majeure. Très bien, on arrive à la fin de cette rencontre. Y a-t-il une dernière question ? Alors, je vais faire un retour arrière de 6 mois, c'est-à-dire avant que le phénomène, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, le phénomène Zemmour prenne cette ampleur. Donc, il y a 6 mois, on nous pronostiquait peut-être un deuxième tour, Macron-Le Pen. Et donc, il y a des électeurs de gauche en 2002 qui ont voté en masse pour Chirac. En bonne partie, ils ont voté en 2017 pour Macron, au deuxième tour. Et une partie de ces électeurs de gauche, il y a 6 mois, me semble-t-il, se posait la question de dire, est-ce que, si je suis confronté encore une fois à un choix, entre guillemets, cornélien, est-ce que cette fois-ci, je ne vais pas changer d'attitude en disant, tant pis, c'est pas pour moi, je ne fais plus le choix que j'ai fait en 2002 ou en 2017, pour ceux qui ont un certain âge, je ne fais plus le même choix, et cette fois-ci, en 2022, je reste chez moi au deuxième tour. Donc je ne vais pas voter Macron en l'occurrence. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez face à cette montée de l'extrême droite de ce positionnement politique qui consiste à dire dans l'offre politique il y a quelque chose qui ne me convient plus, enfin je ne m'y retrouve plus. Et donc la seule façon ça sera de rester chez soi ou de voter blanc. Parce qu'on n'aura pas, Oui, j'ai cru entendre un certain nombre de camarades de gauche expliquer que Macron c'était l'extrême droite et donc ils allaient préférer l'original à la copie, en gros. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est en état des forces statistiques ? Très clairement, la tentation de se retirer sur l'Aventin, de ne pas aller voter dans un second tour comme ça, existe à gauche. La tentation du vote carrément pour Marine Le Pen reste très circonscrite. Il y a un sondage qui est paru il y a 2 jours. Il y a 13% des électeurs, des gens qui pensent, qui se sentent proches de la France insoumise, qui pourraient envisager effectivement de manière assez positive Marine Le Pen au second tour. 13%, et pour le PS, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage, on est dans les 5, sauf erreur de ma part, dans les forces de gauche. Et Europe Écologie Les Verts, je ne me rappelle pas, mais j'imagine qu'on est plus proche du PS. Donc ça reste, le phénomène commence effectivement statistiquement à exister, 13% du côté France Insoumise, c'est pas négligeable. Pour la précédente présidentielle en 2017, il n'y avait pas du tout eu de transfert de vote entre les électeurs de la France Insoumise du premier tour et le vote Marine Le Pen au second tour, de manière très très claire. Sur tout le territoire, les réserves de voix de Marine Le Pen étaient chez M. Fillon et chez M. Dupont-Aignan. Et l'électorat Mélenchon s'était abstenu ou avait voté contre Marine Le Pen. L'expérience de Perpignan que je vous disais tout à l'heure est intéressante sur l'échec d'un front républicain. Pourquoi ?
Pourquoi le Front républicain échoue-t-il? Parce qu'il y a une volonté, il y a une rupture profonde entre la population et son maire. De manière très claire, vu le maire sortant fait 18% au premier tour, c'est quand même pas donné, ça arrive pas souvent, un maire sortant fait 18% au premier tour, et il y a vraiment une volonté de l'expulser, avec y compris beaucoup d'électeurs de gauche qui vont faire la grève du second tour en considérant qu'ils ne veulent pas laisser salir les mains, mais que, ma foi, si on peut nous en débarrasser, ça ira très bien. La question, une excellente journaliste du Monde qui était venue en reportage à Perpignan me disait « J'ai jamais vu une telle haine ailleurs que sur les ronds-points contre Emmanuel Macron ». J'avais trouvé ça intéressant comme remarque. La question, c'est que je ne crois pas que les ronds-points, ce soit l'ensemble de l'électorat français. Qui est une partie de la population un peu sur les charbons ardents, y compris à gauche, contre Emmanuel Macron, c'est bien certain, ça se voit. Que ça représente une force majeure dans l'électorat, je ne le crois pas. Donc, en soi, de là à ce que ça déstabilise l'élection, j'en suis pas convaincu. Je pense que, encore majoritairement, sur un président qui a un bilan, je vous dis pas qu'il est bon, je vous dis pas qu'il est mauvais, je vous dis qu'il a un bilan. Je dirais qu'Emmanuel Macron n'a pas été un roi feignant pendant 5 ans. Sur un président qui a un bilan, etc., etc., je pense que les transferts de vote, quand même, devraient se faire plutôt bien. J'observe juste un truc en comparaison. 2 trucs. Décembre 2015, on vient de se prendre les attentats du 13 novembre dans les dents. Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen font plus de 40% au premier tour. La gauche commence à être dans l'état qui fait son charme. Les électeurs, tout seuls comme des grands, empêchent de passer de 40% à 50% plus une voix. Ce qui est quand même pas assez incroyable. Et dans les 2 cas, les 2 régions sont perdues. Le Front républicain, il peut y avoir des crises dans les appareils de gauche, il peut y avoir des crises dans les associations antiracistes, mais sur cette espèce de Front républicain spontané et populaire, là, il s'est fait assez naturellement. Et si je garde mon exemple, comparaison nationale Perpignan, chose intéressante, Marine Le Pen surclasse Emmanuel Macron au second tour dans un bureau de vote sur 75, Loyau surclasse le maire sortant dans 53 bureaux sur 75. Il y a bien un dégagisme contre Marine Le Pen. Les autres, gens du Front National, c'est pas Marine Le Pen. Il y a une opposition personnelle à Marine Le Pen, son image de marque est détestable depuis des années. Elle a grillé ses cartouches après une excellente campagne pour prendre le parti. Elle a très vite grillé ses cartouches après la présidentielle de 2012 et elle est bloquée sur une image détestable. Donc, en soi, je tends à penser au petit jeu des projets qu'on retrouvera ces électeurs néanmoins faisant grosso modo au Front républicain. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas.